vous êtes des fadas. Je crois que c'est un bordel pareil qui m'attend. Plus jamais. Par Ah contre. ouais? Ah non. Non, faut pas dire ça. Les amis, aujourd'hui, je me trouve en Alsace, pas loin de Mulhouse. La ferme s'appelle les Champs d'Orion. Et comme vous le voyez autour de moi, ils font du maraîchage sur sol vivant en grande surface. Alors, en grande surface, voilà, bon, tout est débattable, évidemment. Mais de ce que j'ai vu dans ma vie, là, on est quand même sur plusieurs hectares de maraîchage sol vivant. C'est assez impressionnant. Ils ont une histoire assez particulière. Ils sont 3 à travailler ici à plein temps. Et tout de suite, je vais les laisser se présenter, en fait. Et donc je suis avec Célia, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, Ben Nickel. et Hervé. Un skate. Ah bah, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que ça va. Ça va très bien. Ah, tu parles français aussi? Ah bah oui. Ouais, je me rassure. Sinon la vidéo va être longue. On est chez vous là? Eh ouais. Oui. On est sur un ancien stade de foot. Ah oui, toi tu balances les trucs directs. Quoi. Moi je voulais faire le teasing là-dessus, Ok. tu vois. Mais toi, ok, on est sur un stade de foot, effectivement, là ça se voit pas tout de suite. Mais justement, avant qu'on parle du stade de foot, de ce que vous faites, j'ai envie de savoir qui vous êtes, comment ce projet Les Champs d'Orion est né. Tu te lances? Ouais. Lance-toi. Donc ancien boulanger-pâtissier, j'en ai un peu marre du métier. T'as fait ça combien de temps? 24 ans et je voulais savoir ce que j'allais mettre dans mon assiette. J'avais un pied à la terre, j'avais soigné mon voisin qui était agriculteur et moi j'ai dit hop, je lance. Et tu t'es lancé comment? Direct, sans Non, formation? non, formation BPREA. BPRA aussi? Ouais, oui. Ok. BPRA aussi tous les deux ou pas du tout? Non, moi rien. Moi, oui. Bah, du coup, BPREA, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait 2 années en tant que saisonnier. Mon patron a pris sa retraite et du coup, j'en ai profité pour reprendre la ferme, quoi. Ah, t'as repris une ferme Ouais. qui n'est pas celle-ci du coup? Non, du tout, non. C'était avant? Oui. Parce que ici vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Depuis 2021. Officiellement, 2021. 1er janvier 2022, mais officieusement, ça fait un moment. Toi, t'étais déjà en activité avant de travailler avec Ben? Oui, j'ai commencé en 2018. Ok. Et pourquoi le maraîchage? Comme dit, je voulais savoir ce que je mets dans mon assiette et beaucoup d'intolérance, lactose, gluten et compagnie. Ok. Donc là, je me dis hop, je me lance. Donc il met principalement des légumes dans son assiette. Ouais. Il s'est dit putain, je veux produire des légumes parce que je suis à la source. Eh ouais, normal, hein? Pas mal. On en connaît une autre, hein? Ok. Bah, peut-être qu'elle deviendra maraîchère un jour, Nawel. Bah, on lui souhaite. T'as dit quoi? On lui souhaite. On lui souhaite, bah ouais, Ouais, j'ai ouais. pris Dès que vous dites des mots avec des T, des V, des trucs, je me demande est-ce qu'il parle alsacien ou est-ce qu'il parle... Non, c'est bon. Et l'autre question que je voulais te demander, est-ce que tu es issu du monde agricole? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, mais sinon, pas du tout. En vrai, les arrière-grands-parents de Tout le tous les monde. Français et les Ouais, Françaises, c'est ça. c'est agriculteurs en vrai. Finalement. Sauf quelques chanceux, les Rothschild par exemple, mais sinon... Qui n'était pas au front à Verdun. Voilà, exactement, mais sinon on est tous descendants du monde agricole. Hein. Et alors du coup, toi Ben? Bah, moi j'ai un parcours assez bizarre, quoi. J'ai fait des études en chimie. Je suis allé bosser là-dedans. En chimie. Génie des procédés industriels. C'est vendeur. Bon, les pompes, tout ça, machin. J'ai trouvé du boulot à une usine qui m'avait pris en BTS là, qui synthétisait des vitamines et des colorants. Bon, c'est trop cool, tu vois, quand tu sais qu'on synthétise du lycopène. C'est le colorant rouge naturel de la tomate. On est obligé de le fabriquer à coup de gaz et de produits solvants divers là, pour en faire du faux. En gros, le lycopène, c'est le colorant rouge qui est dans une tomate. Ouais. Et toi, dans ton usine, vous fabriquez du colorant rouge qu'on trouve dans les tomates. Voilà, mais sans les tomates. Mais sans les tomates. Avec des solvants, le truc pur, tu vois. Ouais. Et voilà, ça sert à mettre. Je suis pas sûr que le ketchup Amoura, par amour du goût, il soit aussi rouge que s'ils l'achètent pas aux gens qui ont l'usine et qui fabriquent le colorant. Enfin, un tas de trucs comme ça, du rose pour mettre dans le saumon bien vu, ou du jaune pour mettre dans le jaune d'œuf qui a jamais vu le soleil. Enfin, des trucs. Voilà, la réalité de ce qu'il y a dans vos assiettes. Ouais, c'est assez fou, quoi. J'en ai marre de ça. J'ai dit, vas-y, je fais un BPREA. Hein. Formation pour adultes, quoi. Et j'ai commencé avec les 30 arts familiaux. 3000 mètres carrés, que tes parents, ils avaient un jardin, ils avaient un Mes potager, ils grands-parents, avaient... ouais. tes Ouais, grands-parents il avait des chèvres, 5 enfants, un boulot à l'usine et un potager énorme. Il servait à payer les manuels scolaires. Et puis voilà, moi j'ai eu le droit ado d'aller ramasser des haricots. Tu m'aurais dit que je finissais maraîcher quand j'avais 12 ans, je te dirais c'est pas possible. C'est impossible. Ah, c'est fou ça, c'est-à-dire que pas vraiment issu du monde agricole, mais un petit peu quand même, parce que du coup, il avait un revenu complémentaire agricole, du coup, ton grand-père? Ouais, mais pas de sirette, donc c'était officieux, quoi. Oui, mais comme oui, t'as à trempé l'ancienne, un peu, quoi. Voilà. Enfin, j'aurais bien aimé être céréalier, mais tu sais, quand on te laisse 30 arts, En vrai, t'aurais préféré être céréalier que maraîcher? je suis pas sûr. Non. Franchement, c'est trippant d'être en interaction avec ça, là. Ouais. C'est autre chose qu'un champ de blé où tu descends pas du tracteur. Je sais pas. Tu vois. Alors, en tout cas, les projets agricoles, ils sont plus ou moins conditionnés par la surface qu'il aurait allouée, quoi. C'est sûr. Et du coup, non, mais parcours super intéressant. Alors, parce que toi, tu disais que tu voulais savoir ce que tu mettais dans ton assiette. Lui, il savait ce que les gens mettaient de mauvais dans leur assiette. Donc, il y a déjà un point commun là-dessus. Ouais, et puis c'est trop con, les plantes elles font tout, quoi. Ils cherchent des machines à pomper le CO2 pour l'injecter dans le sol ou quoi. Faut dire, putain, une plante avec de l'eau et du soleil, elle le fait. Hein. Et du coup, toi, Célia? Alors moi j'étais maître nageuse parce Ok. que j'ai nagé depuis toujours, donc j'ai voulu faire ma passion un métier. Et puis Très j'ai bon choix, déjà. rencontré, ouais, c'est sympa. Et j'ai rencontré du coup ce monsieur. Et voilà, ici même. Et ça c'était il y a 3 ans.
Et j'ai donné des petits coups de main comme ça. J'ai récolté la mâche en plein hiver, sous la pluie, la neige. Et puis j'ai adoré. Ah du coup, ouais. j'ai dit, vas-y. Contrairement à lui quand il était ado. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai dit, je veux bien faire plus et j'ai donné des petits coups de main sur mes jours de repos. Et après, ils m'ont proposé, du coup, les deux, de vraiment faire ça à 100%. Et puis, j'ai signé en 2021. Et ça va, tu regrettes pas? Non. Non. Non, du tout. Ok. Par contre, j'ai pas fait de BPREA. J'ai tout Ouais. appris sur le tas et puis après, Eh oh. Ça commence quoi à critiquer cette là, tête? il commence Ouais, à c'est critiquer ça. là, c'est ça? Ouais, Hein comme Non, moi. je lui ai dit, putain, si tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'on fait ici, c'est nos techniques, hein, ça n'engage que nous. Oui, bien sûr. Non, mais du coup, c'est cool. Je peux apprendre beaucoup vu qu'on a plusieurs parcelles différentes. Enfin, vous pourrez voir encore ce qu'on va faire à Réningue, c'est complètement différent. Donc ça, c'est cool. Que juste sur une toute petite parcelle où je vais pas apprendre grand-chose, au moins, ça me permet de voir le volet le plus large possible, quoi. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? J'y vais. Ouais, vas-y, hop. Alors vas-y, hop, c'est Hop, c'est une interjection, c'est une ponctuation ici. Hein. c'est ça. Non, ça veut tout dire. C'est vrai. Ça va, hop. Ouais. Ok, Qu'est-ce qui d'accord. se passe? Hop là. Alors hop là, raconte-nous comment vous êtes rencontrés tous les deux. On s'est rencontrés autour d'un maraîchage assez spécifique, vu que c'est pas des techniques tout à fait classiques. En Alsace et même dans le Grand Est, on s'est structuré pour monter maraîchage sol vivant Grand Est. On s'est connus au travers du réseau, quoi. Voilà, la ville de Mulhouse, nous, sur une zone en GEO, on a envie de transformer une ancienne pépinière à l'abandon. On a fait pousser des petits arbres pour les transplanter en ville. Ça fait 20 ans que c'est à l'abandon. Ça nous coûte des ronds d'aller faucher. On préférait y installer des maraîchers bio. Bio obligatoire, hein. On est au-dessus de l'eau de Mulhouse, la bonne eau de Mulhouse. Et on a tous les deux candidaté pour ce projet-là. Parce qu'Hervé, il avait envie de se sortir un peu de... C'était pas forcément évident là où il était. On s'est rencontrés là et... Donc pas sur cette parcelle-là, Non, enfin sur l'appel à projet. mais l'appel à projet de... C'est la ville qui a monté un appel à projet pour mettre cette parcelle en maraîchage. Ça Celle-ci? pas encore qui... Non, Non, celle Non, celle de qu'on Réningue. va voir après. Ouais. Ok, d'accord. Parce que du coup, pour résumer, qu'on comprenne un petit peu dans les grandes lignes, là, la ferme, elle est sur combien de parcelles, combien d'hectares? 3 parcelles différentes. En tout, 8 hectares Ouais. 32, mais c'est pas relatif. On fait de l'agroforesterie, on a comme ici pas mal de chemins, des abords. En vrai, on doit être sur 4 hectares et demi d'SAU. Mais il y a le petit jardin historique en bas qu'il a reçu des grands-parents. Il y a ici, et puis les parcelles à Réningue, Proche du... Voilà. qui appartiennent à la ville de de Mulhouse. la... Enfin, du bâtiment principal. Oui. Enfin, de... Oui, c'est Bah, ça. il est arrivé après, lui, du coup. Ah oui, ah, vous avez d'abord ici. On a d'abord eu en bas Le les tout 30 petit, arbres voilà. de grand-père. La mairie de Chouaïkou nous a laissé l'ancien stade. Ici. Et ici. Ouais. Et Ouais. ensuite, il y a eu cet appel à projet où on s'est retrouvés. Et c'est quand même un bloc de 6 hectares et demi qu'il y a là-bas. Ah, c'est sur l'appel à projet de là-bas que vous êtes rencontrés. Voilà. Mais du coup, ici, vous l'aviez pas encore. Bah, moi, je l'avais déjà. Ah, tu avais déjà ici? Ouais. Ça, D'accord. c'était avant, c'était quoi, en 2019 que j'ai eu la Tu mise à as commencé le disposition. maraîchage sans Hervé. Ouais, moi j'ai commencé voilà, avec le foncier familial et pour pas le dire à la caméra, je sais pas si on peut le dire, avec ma bite et mon couteau. Un petit motoculteur, la fortier là. Tu veux le dire en ou pas avant. Moi j'assume d'être grossier. Donc, l'appel à projet. Mais toi, tu as cultivé ici tout seul au début? Au début tout seul. Ouais. Il n'y avait pas encore la serre par contre. Celle-là, c'est vraiment l'association de nous deux et le crédit bancaire qui va avec qui a Oui. permis ça, quoi. Parce que là, les amis, vous n'avez pas encore vu, on va filmer la serre, mais c'est un sacré bordel quand même ici. Ouais. On a monté ça tout seul, comme Ah ouais? des grands. Ouais. C'est vrai? Ouais, on était Mais ça, c'est génial 4. parce que je crois que c'est un bordel pareil qui m'attend. Plus jamais. Par Ah contre. ouais? Ah non, plus jamais. Franchement, si tu peux. Alors, on je y ne l'ai verra pas encore ensuite. fait. Donc, Bon courage, tu le fais tout seul. c'est vrai? Ah oui, oui. Même avec des chantiers participatifs, le souci c'était plus les plans qu'ils ont livrés avec les pièces. Parfois, Alors, ils ont dû modifier un peu des. Les rêves collaient pas, mais même Ouais. c'était pas ça. Le problème que nous on a eu à monter ça tout seul, c'est le timing. Parce qu'entre Aussi. le déblocage du crédit, la signature du devis, les prix partaient en couille avant Covid. Là. Ça montait toutes les semaines, c'était plus cher. Voilà, fallait vite signer, vite créer la boîte. On s'est fait livrer le matos en octobre. On a fait les prépoteaux en béton avant que ce soit l'hiver, quoi. Et on commençait à payer au mois de juin ou juillet le crédit. Il fallait absolument que les cultures d'été soient pas loin de cracher, quoi. On savait qu'on n'arriverait pas à finir la serre pour faire des primeurs. Alors ça a été une petite pause à Noël et à partir de janvier, c'était tic-tac, 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 tic-tac. Ça, c'était hard. Alors cette pression-là, constamment, tous les dimanches, ils sont passés, les jours, enfin tout. On a Sur le passé montage tout de la l'hiver à serre, faire tu veux tout. dire. Ah ouais. Ouais. Elle fait quelle taille? Elle fait 3200 mètres carrés. Ah oui, mais c'est énorme. C'est relatif. mais Oui, non, mais pour nous, c'est effectivement, bien. moi je prends en comparaison, la mienne, elle fait 500 mètres carrés. Ok, ouais. Donc, Ouais. tu vois, tu dis plus jamais si c'est que 500 mètres carrés. C'était peut-être ça qui ça a rendu va. le truc hardcore, quoi. Mais Ouais, bah non, mais j'imagine quoi. À hauteur, elle fait quoi? 5 mètres? tout le temps, on est à 7. 7 mètres là-haut? Ouais. Au fêtage, ouais. C'est la Non, plus c'est un beau petite. bébé. Hein. Ouais, elle est cool. Franchement, c'est un super outil de travail. Ah bah j'imagine, ouais. Revenons-en à nos moutons, où tu cultivais ici, vous rencontrez sur l'appel à projet de la mairie. De Mulhouse. C'est dans la commune de Mulhouse, le siège? Non, c'est à Réningue. Mais par contre, c'est à Réningue, là où on était au, À Réningue, au oui. hangar, au Et dépôt ici, c'est comment? agricole. C'est Schweighouse. Voilà, à chaque fois qu'il donne un nom de ville,
Je suis perdu. Vraiment, c'est ta mère qui m'a dit les villes en Alsace, à chaque fois, tu as l'impression qu'on te donne le code du Wi-Fi. C'est bon. Ça, c'est horrible. Et alors, comment ça se passe cet appel à projet de la ville? Parce que ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais, grave. Comment vous êtes tombé sur l'appel? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que... La mairie de Mulhouse, pour sa parcelle de Réningue, là, qu'elle voulait transformer en maraîchage, a mandaté Terre de Liens Alsace pour Ok. monter l'appel à projet. Puis c'est passé dans les chaînes mail, dans les réseaux, voilà, qui est-ce qui candidate, en connaissant les tenants, les aboutissants, parce que c'est pas évident hein, d'aller mettre ça en culture, quoi. Il y a des arbres partout, hein. T'as Ah une oui. pépinière. Des arbres plantés dans du plastique, ouais, on verra après. Bref, et du coup on se rend compte là-dessus, voilà, tu candidates, moi aussi. Mais bon, moi j'étais à côté, j'étais pas tout seul. Je suis cobailleur avec les potes éleveurs qui sont juste à côté, les premiers bio du coin, là, qui m'aident depuis le début, qui sont officiellement cobailleurs de la parcelle, maintenant qu'ils nous laissent faire les légumes pour eux là-bas, quoi. C'est pas des besoins violents, mais de toute façon c'est devenu tellement spécifique le légume que j'ai l'impression qu'il faut faire plus que ça. Pas le faire à côté de l'élevage, des céréales, de la farine et du lait, c'est tellement spécifique. Léoco et moi, en alliance, on l'a eu. Par contre, je suis revenu toquer à la porte d'Hervé en lui disant, gros, en fait, c'est un peu trop grand pour un bonhomme, quoi. Donc, si tu veux, plutôt que chacun faire son lien dans son coin, viens, on le fait à deux. Ouais, et puis moi j'étais content parce que lorsque j'étais avant, 0 eau. Quand tu dis 0 eau, c'est-à-dire que tu étais à l'autre ville, du coup? Alors moi j'étais à Eschenschwiller. Eschenschwiller. Ouais, C'est un nom de code Wi-Fi à nouveau? Ouais. C'est ça. Hein? Donc c'est la Non, ville c'est dans pas- laquelle tu étais? Donc pareil, à côté de Mulhouse. Hein. Ouais. Donc plein de parcelles, 12 petites parcelles, très vallonnées. Ok. Je me trimballais avec une petite citerne de 3 mètres cubes là, pour tout irriguer. Ah ouais. Au final, la mairie a dit bon, tu arrêtes de te fournir à l'étang parce que l'eau elle descend. Parce que du coup, tu avais ta citerne Ouais, les que tu pomper. avais pompée dans un étang Ouais. pour aller arroser tes parcelles. Mais c'était Ah pareil ouais. Toi, ici. toi Ouais. tu avais envie de te rendre la vie simple. Oui, c'est ça. Toi, C'était pareil ici au début, hein, je te rassure, j'ai Mais aussi non. commencé comme ça. c'est vrai? Bah oui. Mais vous êtes des fadas. Comment on dit des fadas en alsacien? Fructa. Vous êtes des fructes. Ah ouais, donc effectivement, quand il t'a dit il y a peut-être plus simple comme projet, enfin d'ailleurs non, c'est même pas lui qui t'a dit il y a plus simple comme projet, c'est toi qui avais dit faut que j'arrête ça, je trouve un autre projet et boum. Oui, puis j'en ai un peu marre de courir sur 12 petites parcelles et avoir un tenant. Ouais, Et ça un a aboutissant. changé la vie quoi, dingue. Ok, Moi ici c'était pareil au début, mais par contre je l'ai créé le réseau enterré d'irrigation, quoi. c'est-à-dire l'eau elle vient d'où ici? Elle vient des T'as une nappe, petits t'as un jardins forage? historiques qui sont en bas. Il y a un croisement de 9 sources. On a fait un puits à 9 mètres. Il y a de l'eau jusqu'à maintenant de manière illimitée, malgré les super sécheresses qu'on avait. Je touche du bois pour que ça reste. Et la parcelle, elle est 6 mètres plus bas à niveau dénivelé qu'ici. Et elle est à 600 mètres là-bas. On a ouvert toute la prairie, là, les champs des voisins, pour aller faire descendre les lecs. Parce que c'est ici qu'on est raccordé à les lecs et faire remonter l'eau. Ah si. C'était un de ces champs. Mais vous êtes des fructes supérieurs, vous, Ah, vraiment, non, c'est... des gros débiles, voilà, pour le dire Ah en non, français. mais c'est incroyable. Ah ouais, t'as fait remonter les lecs et l'eau Ouais. d'en bas. Comment tu fais ce genre de truc? Tu demandes aux voisins, excuse-moi, je peux venir ouvrir ta parcelle? C'est ça, hein, grosso modo. Il Ah lui ouais fait un petit chèque parce qu'il veut quand même dédommager. Ouais, évidemment. Bon, tu peux payer en légumes sur le long terme, c'est là qui sont quand même cool. Hein. Et tu prends une pelleteuse. Ouais. Et il y avait une conduite de gaz à passer en plus. C'est papier de merde à faire là. Ouais. C'est ça le plus chiant. Je crois que c'était la paperasserie pour ça. En plus, tu vois, GDF, c'est des gars super sympas. Ils te disent on ouvre, il n'y a pas de problème, vous avez fait les démarches. Ce sera le 3 mars. Le technicien, il est sur place. Il faut que tu viennes ouvrir Ah. en sa présence Ah et oui, d'accord, t'arrêter. c'est Et t'arrêter, l'inverse, tu c'est- le mesure au radar et t'arrêter à 1 mètre de la conduite. C'est du gaz à haute pression russe qui va jusqu'à l'usine Peugeot-Sochaux. La conduite en question. Et du coup, quand tu te dis stop, tu creuses pas plus loin. Si t'es à 50 cm, t'es baisé parce que ta conduite, elle est pas hors gel. Ah et ouais. si t'es à 80, 90 comme nous, tu dis ouf. Mais voilà, le problème le 3 mars, putain, il neigeait, les tranchées, elles se remplissaient toutes seules. C'était Bagdad. Ah ouais. Ce jour-là, il a neigé pile poil pendant le chantier. Je me Ah mais tu étais rappelle. déjà là, toi? Ouais, Ah mais c'était pas, il y a pas si longtemps que ça en fait. Bah non, c'est c'était récent. il y le a Chambéry. 3 ans, ouais. Ah oui, toi t'es arrivé à 3 ans au moment Ouais. où en fait Ouais. tout le monde s'est associé C'est ça. là. C'est ça. D'accord, donc tu as commencé ici sur cette parcelle et Ouais, tu as vu c'est ça. l'arrivée des Champs d'Orion. Ok, bon maintenant c'est normalement plus logique pour tout le monde puisque c'est logique pour moi. Ok, trop bien. Et donc du coup, cet appel à projet, donc tu l'as un petit peu vendu dès le début, mais cette parcelle, c'est un terrain de foot. Ouais. Et la parcelle de là-bas, c'était Une pépinière. une pépinière. Ici, du coup, si c'était un terrain de foot, t'es aussi passé par une mairie ou comment Ouais, t'as tombé C'est là-dessus? la mairie du village d'ici à Chouaïkouz, c'est pas un code wifi, où je suis originaire. C'est mon village de naissance, si on peut dire. Donc Voilà. tu joues au foot ici avant? Je jouais au cerf-volant, moi, mais oui. C'est Ok. aussi pour ça qu'on a monté une grosse chapelle, parce que je sais qu'il y a du vent ici. Ouais, ça peut être méchant même. On est dans un point haut en 360 degrés, donc il fallait pas mettre du petit tunnel à 3,90 m. Là, ça devrait pas marcher avec des petits arceaux, quoi. Il y a 126 pieds droits en 90 x 50 et il y a 0,8 m3 de béton par poteau. Ah oui. Le jour où celle-là elle décolle, mon avis, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Tu vois.
Est-ce qu'au niveau de l'historique, il y a des choses que vous voulez raconter, qu'on n'a pas raconté ou pas? Si, il y a un truc à dire, c'est que ce soit un stade de foot, ou que ce soit une ancienne pépinière, ou que ce soit le marais d'en bas, la chance qu'on a, c'est qu'on est toujours démarré sur des prairies naturelles. Mais il n'y avait pas de gazon, hein. Choix et couze. Voilà, Pas de pesticides non plus, du coup, parce qu'il n'y avait pas de gazon. Non, c'était foin naturel. Elle était déjà en cours de certification bio quand je l'ai reçue. Ah oui? Ouais. Un terrain de foot certifié bio? Ça faisait 20 ans qu'il y a déjà juste un paysan qui venait faire du foin, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. ils n'ont pas arrêté le foot du jour au lendemain, je suis arrivé le surlendemain, quoi. Donc on est venu ici aussi parce que votre spécificité, vous m'avez dit, c'est de faire du maraîchage sol vivant de grande surface. Pas de supermarché, hein. Ah bah, évidemment, oui. Grande surface, c'est relatif. C'est juste qu'on n'est pas beaucoup en France à entreprendre de faire du MSV sur ces échelles-là, quoi. C'est peu courant, on va dire. Est-ce qu'on en parle directement en regardant un petit peu sur site? Ouais, je pense que ce sera mieux. Ça On y parlera va, plus, on fait un petit ouais. tour, comme ça on se balade ici, on regarde la serre et puis après on va sur l'autre grande parcelle. Ouais. Allez, super. Donc on continue la visite, on est juste passé de l'autre côté de la serre en fait parce que Ben a dit bon franchement côté nord c'est plus joli. Et puis on arrive là et puis on voit ça et puis on se dit bon est-ce qu'il s'est pas un peu foutu de notre gueule Ben? Je sais pas. On regarde cette serre qui fait donc 3000 m². Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus? Déjà, quel est l'itinéraire technique? Parce que je vois que vous faites des buts à chaque fois là. Planche permanente, oui. Donc du coup avec le tracteur. Oui, mécanisé, oui. Ok. C'est quoi comme ligneux là? C'est de la paille ici là? Un fumier pailleux, oui. Ah c'est un fumier paillé? Oui. C'est la litière des chevaux, des centres équestres du coin. En permanence, on dit qu'il faut bosser avec ce qui est le moins cher, le plus près. Et ils savent pas quoi foutre avec les litières de chevaux, là, des centres équestres qui sont assez bien tenus d'ailleurs, c'est propre quoi. Il y a à peine un peu de caca de cheval et de pipi, mais c'est vachement plus facile à épandre qu'un roundballer. Hein. Et parce que là, c'est marrant, tu viens de parler de permaculture et tout à l'heure on parlait de MSV, tu vois une différence? Tu te considères plus comme l'un ou comme l'autre? Enfin vous, parce que d'ailleurs vous travaillez ensemble. On va dire que le maraîchage sol vivant, ce serait de reprendre les techniques de la permaculture, mais de les adapter à l'échelle du maraîcher, quoi, et non celle du jardinier. Donc effectivement, culture sur but, planche permanente, quel est le travail que vous faites? Parce que là, quel sol vous avez? Parce que là, j'ai vu que c'était très dur derrière. À la base, on avait compacté pour faire la pépinière de plan. Il va D'accord. falloir le remettre en culture, mais ça nous fait pas peur, ça. On avait fait exprès de le niveler et de le tasser. Sur le stade, c'est le seul endroit où on pouvait monter une serre, on aurait eu le permis pour ce truc-là. Et le problème, c'est qu'on est sur des sols à 77% de limon, 22% de sable, 1% d'argile, quoi. Tout sauf pour du maraîchage. Du céréal, ça passe, hein, t'as qu'à regarder à côté. Mais c'est des sols qui font une battance formidable, parce qu'ils sont saturés en CaO et en MgO, oxyde de magnésium et oxyde de calcium. Nous, heureusement qu'on est en maraîchage sol vivant, du coup notre technique sous serre, ça a été de faire des apports supermassifs. On a fait du tuning au sol, quoi. Il n'y a plus rien à voir dedans que ce qu'il est là dans les prairies où tu marches, quoi. Alors justement, tu dis que tu as fait du tuning au sol. Moi j'ai bien aimé parce que juste avant, on a vu à quel point le mec a bossé dans la chimie avant. Il a commencé à dire MgO, SCO, machin. On s'est dit ok, le mec il sait de quoi il parle. Justement, tu as tuningé comment le sol? Montre-lui le basilic, hein, c'est plus visuel. Ah mais alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que vraiment en arrivant, c'est pas ce que je t'ai dit Hervé, je t'ai dit putain la planche de basilic elle est magnifique. Et Hervé il m'a dit ouais, on a déjà récolté 2 fois. Vas-y raconte-nous, qu'est-ce que vous lui avez fait au sol? Qu'est-ce que vous lui faites? Apport massif de compost ou bien de fumier pailleux. Ouais. Mais du coup Alors, d'abord vous faites la butte et ensuite vous faites ou est-ce que vous mélangez tout? Comment? C'est Non. super variable. Je suis Ouais. pas sûr qu'on pourrait te résumer toutes les techniques là sans aller vraiment dans la technique. Mais déjà, il y a 8 serres, donc c'est en rotation. Et ça tourne tous les ans, c'est décalé en fonction de la culture. On va pas forcément appliquer les mêmes choses. Chez nous, on fait du MSV, mais on s'exclut pas le travail du sol. Ça peut arriver. Des moments où il y a besoin, ça se passe même mieux des fois, quoi. Mais voilà, je sais pas si je te sors du technique là dans la Vas-y, vidéo. grave. Un sol comme ça de base, qui pêchait le plus, là, c'est sa capacité à échanger des minéraux et de l'eau, quoi. Ça se transcrit souvent par la CEC dans une analyse de sol, elle était très faible. Maintenant, tu viens rajouter de la matière CEC, organique, c'est capacité d'électroconductivité. Ouais. Tu viens rajouter de la matière organique, bah, ça nourrit tout le vivant, quoi. Ça nourrit la vie du sol. Maintenant, laquelle tu rajoutes, ça dépend si tu veux plus du long terme, plus du court terme. Ça dépend de ton C/N. Voilà, est-ce qu'on va plus mettre un BRF ou un miscanthus? Donc On a c'est accès à du sur miscanthus. et attention, hein, il faut vulgariser, Le rapport carbone-azote. carbone sur azote, Voilà. un truc plus carboné, type du bois, ou est-ce qu'on va plus bosser avec des composts parce qu'on a besoin de plus nourrir les bactéries? Ça dépend maintenant, on le fait de temps en temps des analyses, quoi. Et voilà, on conjugue avec ça, avec forcément, il faut que ce soit en lien avec les ITK, les itinéraires techniques de chaque légume, à quel moment on les plante. Il y a des trucs qu'on pourrait pas mettre 1 mètre de paille et essayer de semer des haricots, quoi. Donc il faut forcément concilier la chèvre et le chou. Puis ouais, grosso modo, c'est toute la base du maraîchage sol vivant, c'est de respecter les 3 piliers, quoi, le sol le bouleverser le moins possible, d'arriver à maintenir une plante active toujours. C'est bien de là, permanente agriculture, quoi.
Éventuellement une couverture végétale qui sert de litière au vers de terre, qui retient l'eau. Voilà, si tu respectes un peu ça, sol toujours couvert, travail limité au strict minimum et toujours au moins une racine qui vient structurer ça en dessous. Les vers de terre, ils mangent de la paille, ok, mais ils boivent les exudats racinaires surtout. C'est triste un sol sans plante, quoi. C'est comme un panneau solaire qui marcherait pas. La plante, elle prend l'énergie du soleil et elle en fait de la photosynthèse. Si maintenant tu as un sol nu, il n'y a pas de photosynthèse. C'est comme si ça réceptionnait pas l'énergie du soleil, quoi. Le parallèle entre les deux, il n'est pas si déconnant. Non, mais tout à fait. Du coup, ouais, ça se voit, c'est visuel, quoi. Pour éviter l'herbe et pour que le basilic il soit bien vert toute la saison, on a un bon centimètre de compost avant d'arriver au vrai sol, quoi. Ah oui. Le ver de terre, il va nous le descendre, il va nous le mélanger. Ça descend, hein. Mais tu vois, un sol sableux, c'est ça, hein. Mais donc du coup, j'aimerais que vous alliez plus loin parce qu'effectivement, tu as dit, bon, allez, apport massif de compost, apport massif de paille, ok, mais tu as dit en fonction des trucs, je ne travaille pas de la même façon. En gros, ça va être quoi les gros itinéraires techniques? On bosse pas mal avec les toiles tissées, les géotextiles, ça comme tout le monde, hein, ça évite l'herbe, ça permet de tuer un couvert sous un géotextile. On essaye d'alterner, voilà, mettre des mulches le plus possible parce que pendant que tu as la culture, eh ben, tout ça, ça s'incorpore, quoi. À l'automne, il y a juste à foutre ça dans les passe-pieds, aller remettre un lit de compost ou pas, ou planter ou semer la culture d'après, quoi. Et le sol reste plus ou moins propre, en dessous un petit désherbage près. Et voilà, une culture sur mulch, c'est très bien, on a fait rentrer de l'AMO dans le sol, et une culture sur bâche pour virer l'herbe, tu alternes les deux, tu as moins de problèmes. Ah bah voilà, ça c'est une clé intéressante, c'est-à-dire que un coup vous bâchez et un coup c'est du mulch. On essaye, ouais. On essaye, ouais. Ok. Et du coup à chaque fois mulch, paillage. Un mulch pour nous c'est une matière morte qui est déposée en surface. Le compost, ça pourrait être considéré comme un mulch. Ah ouais, le compost. C'est lui qui nous permet Carrément. d'occulter le sol pour qu'il n'y ait pas le moins possible de levée d'adventice, quoi. Et du coup ce compost, vous allez le chercher où? À Guilvalor, c'est une plateforme de compostage. D'accord, il y a une Ouais. plateforme ici qui fait ça. Ouais, Ok. dans le secteur, ouais. Et c'est uniquement du déchet vert. Ça faut le préciser quand même. Il est garanti sans graines, ça aide pour avoir des lits de désherbage qui s'enherbent pas, parce qu'ils ont un process de compostage qui fait que ça fait chauffer et puis ça crame les graines. Ouais, ils sentent l'humus, quoi, ils sont bons, ils sentent pas le plastique ou il y en a pas dedans, quoi. Ça c'est important, hein. C'est pas un compost de déchetterie, quoi. Eh ben, justement, transition toute trouvée parce que chez nous justement on a du compost de déchetterie qui coûte que dalle. Vous l'achetez à combien le compost à la tonne j'imagine? Mais je crois que livrer, faut compter 24 balles la tonne ou le mètre cube, je sais plus. Pour le coup c'est que dalle. Quand tu le fais par coup de semi-remorque, ça fait quand même un bon chèque, hein. Ah, mais j'en suis persuadé, mais pour le coup 24 balles la tonne, évidemment on va pas comparer, mais juste pour que les gens se rendent compte, un sachet de compost en jardinerie ça coûte 24 balles. Non mais le jardinier, c'est de toute façon la vache à lait de la jardinerie, ça. Tu peux pas comparer des prix pro et des prix de particuliers, quoi. Bien sûr, mais moi je trouve que pour du compost, enfin je sais pas, vous me direz dans les commentaires combien vous achetez votre compost vous, mais moi je trouve que 24 balles la tonne livrée, c'est bien, hein. Il y a des maraîchers dans le sud de la France, ils ont du BRF à gogo, quoi. Ils bossent avec ça parce que c'est un déchet chez les paysagistes, ils le récupèrent gratos. Ah oui, Donner un non mais exemple, c'est ce quoi. que je t'ai dit, moi c'est pareil, c'est chez nous, j'ai mis 30 cm de broyat de bois de déchetterie sur 2,5 hectares, ça m'a coûté moins de 1500 €. C'est que dalle aussi. Bon, après, c'est Mais deux ça vient choses du différentes. déchetterie, c'est pour ça que toi tu me dis ça vient pas de déchetterie. Je trouve que quand un compost qui ne vient pas de déchetterie, qui est garanti sans graines, 24 balles la tonne livrée, moi j'aimerais bien en avoir. Alors, ce que je veux dire, il faut bien clarifier le truc, sinon on va se prendre des tollés là, des youtubeurs. Il faut bien différencier la déchetterie du coin où tout et n'importe quoi rentre dedans, du centre de compostage. Si tu regardes ça de loin, tu t'en regardes une, tu regardes l'autre, tu dis mais en fait c'est une déchetterie aussi. Là oui, c'est un centre de tri, recyclage des décès verts, quoi. Un Grivalor, hop, c'est une bonne boîte. Non, hop, c'est une super matière, ça c'est clair, et ça n'a rien à voir avec du broyat de déchets verts. Tu as tout le process de compostage entre les deux, c'est quand même du travail, quoi. Surtout pour le garantir sans graines, faut déjà être bon. Dans le coin, il y a la déchetterie d'Aspac là-bas, Michelbach, c'est pas mal, c'est encore des noms de Wi-Fi, ouais, je sais. Et, mais tu vois, les teneurs en métaux lourds frisent la limite de la tolérabilité en bio, quoi. Ah ouais. Tu dis, bon, peut-être pas bosser avec ça, hein. Là, on est sur une très belle planche de melon. Pareil, c'est Hervé qui me confie un truc. La planche, comme vous la voyez, elle est remplie de chez remplie. Alors c'est une serre et il y a 6 planches, mais oui, t'avais raison. Oui, pardon. Mais on voit plus les passe-pieds, il faut qu'on aille tailler ça. Voilà, et c'est ça qu'Hervé me disait. Tu peux leur dire ce que tu vas faire, donc ça, je trouve ça excellent. Ouais, je disais qu'on va y aller un peu fortement et on va passer la débroussailleuse dedans. Donc, il passe la débroussailleuse comme ça, là, au Dans les milieu. passe-pieds, ouais. Il s'emmerde pas, c'est bon. Non. On a fait une taille, celle qu'il fallait au début, et la deuxième ou troisième taille, là on s'emmerde pas, on y va à la débroue, on ouvre les passe-pieds, ok, ça crame quelques melons, mais ça marche. Ça veut dire que là, quand vous allez passer à la débroue, il y a des melons qui vont péter sur le chemin. Ouais. Ouais. Toi, tu passerais vraiment 4 heures à 4 pattes là, aller branche par branche? Ah non, mais alors moi, je sais pas. J'ai jamais fait de Rationnel. melon, et encore moins sur cette superficie. Je sais pas. Non, C'est mais- combien là? 200 mètres carrés, facile? Non, là, on est plutôt sur du 400 mètres carrés. Ouais, donc 200 mètres carrés, facile, très facile, puisque c'est le double. Le truc, c'est qu'ils arrivent beaucoup plus tard
pour des petits calibres, si tu laisses faire ce qu'il veut au melon. Et nous, on les veut tout. Il faut bien comprendre chez nous, ça va être un peu la ligne directrice pour tout ce qu'on va voir, quoi. C'est qu'on est principalement 3, avec une sacrée dream team de saisonniers, surtout cette année, je les salue. Et du coup, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit bien fait du premier coup et très vite. Ça fait quand même beaucoup pour 3, quoi. Bah oui, parce que, rappelle-nous, en SAU, tu as 4 hectares Ouais, À peu près, oui. à peu près. 4 hectares, vous êtes à 3 à plein temps. 3, plus 4, 5, on est plutôt sur 5,5 Hervé si on compte Ouais. les petits fruits. Hein. Ah, il y a aussi les petits fruits. Un en bas, si on compte un ici, vu que c'est de la serre, ça compte double, il faudrait même compter 2. La SAU des 6 hectares et demi de Réningue, c'est 3,5. Perd 2 hectares d'agroforesterie, quoi. C'est con. Mais ouais, 5,5. Pour donc 3 personnes à plein temps. 3, ouais. Plus équivalent temps plein annuel, on doit être sur 2,5, 3 équivalent temps plein annuel en plus de nous. Ok. Ça donne à travailler à du monde quand même. Ouais, heureusement. Ok. Trop cool. C'est quoi? C'est du persil qui s'est perdu là ou c'est fait exprès? C'est une planche de persil dans le... C'est la planche de persil de l'année dernière ou quoi? Non, C'est quoi l'idée? c'est des plants qu'on avait en plus. Donc on essaye de les rajouter un peu par-ci par-là dès qu'on peut. On a fait pareil pour de l'oignon botte, des choses comme ça. C'est ça qui est pratique aussi de cultiver sur du mulch, c'est que tu peux rajouter ce que tu as envie un peu entre, que ça soit de l'œillet d'Inde ou du persil, du basilic et tout. Donc ça c'est cool, ça densifie un peu plus les planches. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes en bio. Sur des grosses surfaces comme ça, vous mettez des traitements ou pas? Clairement. T'as Ouais, quoi? ce serait compliqué de s'en passer, quoi. Là, on a eu des dorifores, par exemple, dans l'aubergine. Soit tu les ramasses tout à la main, soit tu leur claques un BT dans la gueule. L'an dernier, c'était un peu Bagdad, là, mais pour les pucerons, on a commencé à les voir dans les Batavia d'hiver, là, au mois de mars. Et là, on a très bien réagi, quoi. On a tout de suite commandé les auxiliaires, mais pas pour les virer des Batavia, parce qu'en avril, on plantait les tomates à côté. Et en lâché d'auxiliaires, ouais, il y a quelques chèques qui partent pour ça. Au moins, on est tranquille du puceron. Pareil, pour vulgariser, quand tu dis on lâche les auxiliaires, c'est-à-dire d'acheter un carton d'insectes, des larves de coccinelle ou autre chose? Ça, c'est plutôt des espèces de coccinelles qui restent au stade larvaire, qu'il faut déposer sur les plants. Ça, c'est plutôt du curatif. Et cette année, on est arrivé à tout faire en préventif avec une mouche. Ça s'appelle, c'est vendu en afiscoute. Ça ressemble à des salières. Tu leur ouvres les petits trous, tu les suspends à l'envers aux endroits stratégiques. Parce que les pucerons, ils viennent quand même plus ou moins tous les ans. Ils attaquent aux mêmes endroits. Hein. Tu sais, là où il faut aller regarder dans la serre, si tu veux en chercher, quoi. On commence maintenant seulement à s'en rendre compte. Tu leur ouvres la salière et tu l'accroches sur un fil, la salière. Tu te casses, t'as pas besoin d'aller ni prendre du temps. Une fois de plus, on y revient, le temps chez nous, c'est important, quoi. Ça fait vachement mieux le boulot qu'un phyto, quoi, parce que la mouche, elle va aller parasiter le puceron là où il est. C'est génial. Ouais, effectivement, en plus là tu disais que tu avais aéré de ouf parce que tu avais peur du mildiou. Là, une attaque de mildiou là-dedans, comment tu t'y prends si ça arrive quoi? Bah, c'est un peu son talon d'Achille à cette serre, quoi. C'est génial, tu as du volume, tu as tout d'un seul tenant. Donc pour le volume d'air chaud qui est piégé à l'intérieur en hiver, bah, c'est pas un -2 qui va le faire descendre si vite, quoi. Contre l'inconvénient, c'est que tu as du puceron ou tu as du mildiou qui commence dans un coin, accroche ta ceinture, hein, parce que c'est la même serre finalement. Nous, on a un petit truc qu'on trouve qui marche bien, là. Je vais lâcher le tuyau au youtubeur. La certificatrice m'a dit, me dites pas ça, dites que c'est pour vos plaies. On traite à la bétadine, tout ce qui est fongique, parce que ça contient de l'iode. Et de ce que nous on observe, franchement, les champignons détestent l'iode. Ça pollue pas le sol comme le cuivre. Un cuivre, c'est bactéricide, quoi. Ça ruisselle, ça tombe dans ton sol où on veut cultiver des bactéries pour avoir un sol vivant. On les entretient avec des matières organiques. Ce serait con d'aller les dégommer avec un cuivre, quoi. Et on trouve que ça marche super bien. Alors, la bétadine liquide, elle est vendue à 10%. Vous la passez à 5% dans le pulvé, dilué avec de l'eau. Et vous allez traiter plutôt le soir. Le seul hic, c'est que ça peut être un peu photosensibilisant pour les plantes. Donc, faut pas y aller le matin ou en plein cagnard. Le soir, très bien. Ça se fait sécher le champignon, quoi. Il se pourrit plus. Il est séché sur sa tige. Après là, ça a commencé cette année assez méchamment parce qu'en Alsace, on a eu des conditions un peu bof, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu une année pareille, aussi humide. On s'est fait rincer tout l'hiver, on s'est fait rincer tout le printemps, on se fait rincer... L'été, ça commence demain. Je croise les doigts. Du coup, on a dû effeuiller pas mal les plants de tomates. Vous avez pu le voir avant qu'on a pris les vidéos. Regarde, c'est pas mûr, c'est déjà effeuillé en bas, quoi. Ah voilà, là c'est une nouvelle planche de melon. Là. Donc là, tu as la tige principale. Et là, tu as le premier gourmand. Regarde là où elle est taillée. Ah oui, Donc, ils sont déjà taillés les principales. là, Je peux tige montrer là où on a principale. sectionné. Là, ben là, tu as un gourmand là. Le premier, oui. Le deuxième, le troisième. Ouais. On se limite à 4. Là, la principale, ça se voit là où elle a été sectionnée justement, pour que la Ouais, force du ouais. plan, elle parte sur les secondaires. Ok. Et c'est la secondaire, tu as les fruits qui commencent à partir. Et là, partir, tu retailles Et 3. là, on se limite à 4, normalement. À une débroussailleuse près, quoi. Ils sont là, ils arrivent là, et bon, on repasse dedans, les 3 premiers, ils refont après du gourmand. Il y en a tout l'été, hein, c'est pas une récolte. En général, on les arrache en septembre, Ok. et ça, après, ça se fait tout seul. Enfin. Ah ouais? Ils refluent, ils repartent, ils refont des fruits, on marche dans les passe-pés, ça écrase des branches en récoltant. Alors, ça, c'est la toile tissée, c'est vraiment la technique pompier. Et je pense que c'est un des trucs qui a principalement permis de faire du MSV. Désolé, c'est du plastique, mais c'est quand même magique, quoi. Tu laisses passer l'eau, l'air, et juste pas la lumière, en 130 grammes, hein, pas moins. Sinon, c'est pas très durable, quoi.
Facteur prêt, il faut les nettoyer par rapport à un plastique jetable, c'est sûr. Si tu avais une infestation de pucerons ou d'acariens, laisse-les au moins prendre le gel et dites toile tissée quand tu les ranges pour faire ta mâche, quoi. Parce que ouais, forcément, si tu gardes la même et que tu avais le ravageur ou la maladie, tu as un risque. Voilà, mais ça permet de ne pas travailler le sol. C'est un des outils principaux, je pense, pour s'éviter un travail du sol. On peut détruire ce qu'il y a en dessous, pas mécaniquement, quoi. C'est juste par occultation. Pour les nettoyer, les bâches, vous les nettoyez comment vous? On les fait tremper, on les laisse au gel, Tremper dans quoi? dans l'eau. Ah ouais, juste tremper Ouais. dans l'eau. Un puceron ne survit pas à une immersion de plus de 24 heures, quoi. Ok. Les noyer. On peut rajouter de la bétadine. Du coup, la bétadine, vu que c'est pas bio, comment ça Alors, c'est pas que c'est pas bio. Il n'y a pas d'autorisation sur le mise sur le marché. Parce Ouais. que pour vendre un phyto, il faut une AMM, autorisation de mise sur le marché. T'en as pas pour un produit qui coûte pas cher et que tu trouves partout. Il n'y a personne qui va claquer 20 ou 30 000 balles pour créer une AMM pour un truc qu'après tout le monde peut aller chercher en magasin, quoi. Ah ouais. Alors ça, il va falloir faire super gaffe à ce qu'on dit dans les vidéos. Officiellement, on l'utilise pour les bobos. Après, sérieux, un truc que je mets quand je me suis fait mal et que j'ai une plaie ouverte, tu crois vraiment que ça va être dangereux ou non autorisé sur des plantes? Enfin, soyons sérieux, quoi. Parce que là, on n'a plus le droit au savon noir non plus. Et là, on arrive sur des très belles planches de concombre. Ok. Concombre épineux Corinto. Ils sont C'est un beaux, hein. hybride. Hein. D'ailleurs, ça fait polémique aussi. Eh ben oui, c'était ça la question que je voulais vous poser quand Ah. j'étais là-bas. Vu la taille des aubergines que j'ai vues là-bas, c'est de la F1. Bah, faites pas autre chose que des hybrides, hein, les petits maraîchers, hein, sinon c'est pas rentable. Hein. Ah ouais? Ah bah non. Sinon, tu auras 4 aubergines sur un pied pour toute la saison passée sous serre, à se faire arroser, avec le prix du plastique et tout. Non, sous nos On a latitudes. essayé. Franchement, non. Ouais. Vous êtes en Espagne, en Italie, vous pouvez la planter en mars, elle produit jusqu'en décembre. Peut-être, ok. Et franchement, ouais. On a essayé l'an dernier, on a fait des aubergines en variété de population et on a eu, je crois, 3 aubergines sur le plan. Ah ouais. Et elles se sont, comment dire, elles se sont abîmées hyper vite aussi. Donc au niveau conservation, c'est si tu loupes le moment de la récolte, t'es foutu. Tu sais, elle tourne, hein, ça peut être trop mûr une aubergine. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Tu crois que c'est noir et que tout va bien et que ça peut peut-être encore grossir, mais d'un coup elles sont brunes. Et là, c'est foutu, c'est trop tard, hein, over, surmûri. Donc du coup, ça veut dire que, grosso merdo, sur tous les solanacées, on est en hybride F1? Dans le Lot-de-Serre, là-bas, on conserve encore de la population avec nos semences, quoi. On le fait encore un peu, mais encore moins que l'an Pour dernier, les quoi. tomates. On va Pour vers la le moins, tomate. parce qu'il y a une polémique. Ouais, c'est sûr que maintenant, on se retrouve, on crève tous la faim, il n'y a plus Internet pour commander des graines. C'est sûr que si tu as un tas de semences hybrides, tu vas avoir des problèmes à refaire des bons légumes, quoi. Ok, là, c'est dangereux. Mais pour tout le reste, franchement, à l'heure actuelle, voilà, un hybride, c'est fait pour récolter une production, quoi. C'est moins sensible aux maladies, c'est plus facile à la taille. C'est notre version, hein, comme dit, ça engage que nous. Et là, autant on avait un catalogue depuis 20 ans, que la première année, on a fait une serre entière en population avec toutes nos variétés depuis qu'on a depuis longtemps. Une serre en hybride quand même, parce que c'est plus facile sur de la tomate grappe ou les plants qu'on achète. On n'a pas trop le choix en fait dans les plants qu'on achète tout fait, parce qu'on ne produit pas tous nos plants. De loin pas, ça va venir, on y travaille. Et ben, sur de la cœur de bœuf hybride et la cœur de bœuf population, la super variété que Ben il s'amuse à sélectionner, ben, au goût on n'arrivait pas à faire la diff. Hein. Tu ne pouvais pas savoir laquelle était laquelle. Pourquoi à l'heure actuelle se faire chier avec des Non mais populations dis-le, arrête de faire... Non, Il mais- est trop mignon Ben parce qu'il croit que sur YouTube on n'a pas le droit de dire gros mots. Si, hop, on a le droit. T'inquiète, vas-y. Sois comme tu es, fais comme si tu étais chez McDonald's sauf que tu es sur un champ bio. Pas l'habitude de faire comme chez McDonald's. Non, voilà. Chez nous, c'est vraiment un objectif de production, quoi. Au moins pour les 8 premières années, parce que ce machin, il faut d'abord le Ouais. rembourser à la banque. Hein. En fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est que nous, on essaye juste d'en vivre. Donc à un moment donné, il faut que derrière, on puisse avoir assez de production à vendre et tu vois. Donc, c'est tout simplement ça en fait. Après, on Faut veut juste faire d'en ça, on a bon espoir de faire maraîcher longtemps. vivre. Bah, Donc aussi, peut-être ouais. que dans nos vieilles années, on aura le temps pour des trucs. Je dis pas, c'est trop cool hein, d'aller sélectionner quels légumes pour se dire ah, celui-là c'est le plus. Une belle sélection massale pour avoir vraiment les légumes de surcroît. On peut les adapter au terroir à force de les sélectionner. Moi, il y a des trucs cool. Hein. Dans MSV Grand Est, on a monté un GIE, un deuxième, un groupement d'intérêt économique et environnemental, qui s'appelle Graine à la graine, GAG, comme goutte à goutte. Et le but du GIE, c'est d'aller autoproduire des semences et se les échanger entre maraîchers. Alors, on y a fait partie au début. Merci à tout le monde de le continuer. On n'a pas trop eu le temps jusqu'à maintenant de s'y mettre plus que ça. C'est un projet sur 3 ans qu'ils ont lancé d'abord en Haute-Saône, si je ne me trompe pas. Et ça a super bien fonctionné là-bas. Et c'est pour ça qu'ils ont monté un groupe plus côté Alsace, Grand Est, quoi. C'était à la première formation. Ouais. Parce que, voilà, merci à Sophie Barouin, l'animatrice de MSV Grand Est. Merci à Ariane, à Fabrice, le président, à tous les gens qui ont mis main à la pâte, parce que ça c'est quand même béton quoi, d'arriver à se dire on va créer ça. Quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas suffisamment là, en tout cas dans ces premières années, que voilà, on est très fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est clairement un projet d'avenir d'aller se dire on va structurer pour et se former, acheter des tamis pour trier la semence, pour être un peu plus autonome à ce niveau-là, hein, même le coût. Hein. Je suis pas sûr que les graines d'année en année ça baisse, hein, le coût de la semence. Quoi.
Donc là, le conseil que vous donnez pour en vivre, effectivement, hybride F1, ça produit plus. Et au niveau des plants, alors, tu disais, ou vous disiez que vous les faites pas tous. Ça représente quoi? Vous faites quel ou pas du tout? Ou comment? Moitié, Et aussi, j'ai pas demandé, J'ai la réponse. plan greffé ou non? Plan greffé, on a essayé l'année dernière et franchement, niveau résultat, c'était kiff. Dans du F1 traditionnel, ça marche très bien. Ouais, Bah, donc- pour le moment, c'est une prairie naturelle. Le corky root est naturellement présent dans les prairies. À force de faire de la tomate, peut-être un jour on sera obligé d'avoir des plants greffés. Donc, pour le moment, on n'a pas plus de problèmes que ça avec le corky, quoi. On les déterre tous les ans, on regarde. Alors la racine est blanche ou à peine un peu brune. Pour le moment, ça va. Peut-être un jour on sera obligé. Ok. D'où l'intérêt aussi de des fois faire ses plants soi-même. Bah, putain, faut apprendre à greffer en plus, on n'est pas sauvé. Hein. La vache. Et alors pour répondre à ta question du nombre de plants, entre la serre 4 et la serre 5, on a un petit espace là à cause de la fermeture de l'ouvrant. Ben, on fait ça de plants. Et on ne peut pas trop faire plus. Pour l'instant, pour l'instant. ouais. C'est en projet cette année de monter une serre pépinière, cette année ou l'an prochain. Mais justement pour faire un peu plus. Après, c'est une grosse partie aussi qu'on doit apprendre et franchement, c'est pas facile. Cette année, on a essayé quelques trucs et c'était vraiment pas évident. Donc c'est pour ça, il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Mais ce qui est bien de pas faire ces plans tout de suite, c'est qu'au moins on connaît la quantité qu'on a besoin pour notre surface. Et donc, on saura plus tard combien de plants produire, à quelle période, etc. Que si tu te lances tout de suite dans des plants, bah, tu vas dire, ok, j'ai plein de plants, mais je les mets où? Et je les vends à qui après, tu vois? Donc, Après, il y a des gens qui font très bien le taf dès la Ouais, première c'est année. ça. Hein. Thibaut Schaffhauser là-bas. Petit bisou. Première année, je produis tous mes plants, j'ai un assolement carré avec des cultures qui se chevauchent, quoi. Ça, c'est grand, j'intercale, ça rentre. Ah, trop fort Thibaut. Les jardins du Widertal, qu'on salue. Non, après, ce qui est trop cool, quand tu commandes des plants quand même, tu peux faire un hybride entre les deux. Hein. C'est que tu as commandé des petites salades Batavia pour la semaine 4, fin janvier. Putain, semaine 4, elles arrivent, elles sont prêtes, quoi. T'es pas là à avoir des trous, surtout quand les rotations sous serre, elles sont super serrées. Hein. Il y a des jours où tu arrives, il y a un engrais vert, 3 jours plus tard, il y a à nouveau des concombres. Et souvent, c'est un jeu de technique, ça va plus vite d'aller changer une planche quand tu es en MSV que si tu dois retravailler le sol, repréparer un sol fin, surtout si le sol est mouillé, quoi. Hein, après courgette, il faut que tu attendes que ça sèche pour pouvoir faire autre chose. Travaille pas un sol mouillé, hein. Ça c'est une règle fondamentale, quoi. Et tu le vois là-bas. Hein. ouais, c'est ce que j'allais dire dans Ceci les dit, tomates. Tu le vois là-bas, Aussi. la planche qui reste. Il y avait Ouais. un précédent carotte. Et directement derrière, on a mis des haricots rames. On a bâché Semé en direct et dans le posé trou de les la bâche. haricots, Ouais. Voilà. Ok. Et là aussi, tu le verras sur les tomates sur mulch. Ouais. On avait radis. Bah tiens, viens, on y va, on y Ouais. va, on y va, on y va, on y va. Donc là, sur les tomates sur moche. Donc Ouais, ces tomates-là, ok. On avait du radis. Mhm. Et puis on n'a pas retravaillé le sol, on a directement posé le mulch, Ouais. c'est ça. Et puis on a planté les tomates dedans. Donc parfois tu avais des radis qui continuaient à pousser à côté, mais finalement c'est pas dérangeant, tu vois. Et là, Je sais quoi, pas vous avez si on mis en des choux, retrouve. des brocolis, qu'est-ce que vous avez mis là dedans? C'est du coup il y a du chou pointu à côté et ça. Les choux Les pointus, on choux- est quasiment fini Ouais, de les on a récolter là. fini. Là, ouais. Ouais. Ça va prendre Mais le du coup, relais ça, là, plein qu'est-ce que champ. c'est Ça, ça? c'est un chou-fleur. Chou-fleur. Ah, c'est des chou-fleurs qui poussent sous les tomates. Oui. Mais c'est un chou-fleur pour cet hiver, du coup? Non, bah Non, du non, coup, Non, c'est non, pour là bientôt. T'as jamais fait un taboulé de chou-fleur cru? Si. Ah, c'est trop bon. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire une série de chou-fleurs pour l'été, vu qu'il reste la place dans les mulches. Savoir, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Hein. L'an dernier, on a fait 3 planches à l'essai. On s'est dit, Mhm. putain, ça marche. La Partout, planche, c'est vraiment chou-fleur en bas, tomate en haut. quoi. Ouais. Ouais. Mais on a rajouté après, tu vois, c'est ce qu'on disait avant. L'avantage du mulch, c'est que si tu as trop de plants ou tu as d'un coup décidé de rajouter ça, tu peux toujours le faire par la suite. Et là, c'est ce qui s'est passé pour les choux-fleurs, le persil. Déjà ça, et sous serre, il n'y a pas d'altise. On a la chance, je sais pas comment ça se fait, ne me demande pas. Tous les brassicacées, ils n'ont pas ce problème d'altise qu'on se fait défoncer ailleurs, quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, voilà, tu me fais penser que tout à l'heure, je voulais rebondir. On n'a pas eu fini d'en parler sur les plants greffés. C'est vrai qu'on peut avoir du plan greffé soit pour booster encore plus la production. Admettons, le cas assez typique, c'est greffer une variété de tomates sur un plant de tomate cerise. On sait que la tomate cerise, et on le voit ici, produit énormément. Et donc, du coup, ça permet de donner cette caractéristique à la variété que tu veux pour la produire plus. Vous avez dit que vous ne voyez pas de différence de production. Alors, Mais l'autre avantage du plan greffé, tu m'as parlé d'un parasite. Et je le connais pas, c'est c'est un champignon en fait, c'est Qui pas un s'appelle parasite. Le corky root. Moi, je Ok. le connais sous corky root. C'est la maladie de la racine liégeuse, elle s'appelle aussi. Et ça touche plus ou moins tous les solénacées. C'est un champignon qui va se mettre autour de la racine. Une racine d'aubergine ou de tomate, c'est blanc hein, si tu la déterres normalement. Le corky root, il s'installe dessus. C'est facile à reconnaître parce que la racine devient toute brune. Et en fait, le champignon, il empêche la tomate de boire. Alors Ok. tu vas faire 3-4 étages de fruits, puis d'un coup ton plant il fait plus rien. Si ça arrive, fais un trou, regarde si c'est pas ça quoi. C'est un truc courant et c'est de là que c'est né d'ailleurs le plan greffé. Hein. Souvent il fallait une solution là. Il y a un greffage qui est possible d'une façon ou d'une autre pour sur une espèce qui est pas sensible. Mais du coup, est-ce que vous savez quelles sont les conditions pour que ce champignon arrive? Perso Non. non. À ce qui paraît, c'est pour ça que les gars en classique ils déracinent toutes les tomates quoi, parce qu'ils veulent surtout pas que les racines elles restent. Nous on les laisse, on verra dans 10 ans. Voilà, parce que
On enchaîne la culture directe derrière sans retravailler le sol. Après tomate, c'est soit mâche, soit épinard. Juste on fout le fumier pailleux, on arrache tous les plants, donc en les coupant à la base. On met le fumier pailleux au râteau dans les passe-pieds. On a une rotation qui est tellement importante sur chaque tunnel que... Ah, on a quand même pas mal de tonnes là, tu vois là, t'en as quand même 3 quoi. Et cette année on a encore mis des tomates au bout là. On s'est dit le jardinier va la foirer, on va en faire plus, nous. Les visites de ferme cette année, elles ont toutes été tournées au même moment, entre le 1er juin et le 12 juillet. Et clairement, on voit vraiment que les hybrides F1 et cette serre avec cette technique fonctionnent vraiment fort en production parce que c'est la serre, moi, de toutes les visites que j'ai faites. Bon, là, on est le 20 juin, mais j'ai jamais vu autant de production de tout le farm tour pour l'instant. C'est impressionnant. Après, on peut Non, c'est vrai, hein. on peut nuancer, Nico, c'est que franchement, on s'est aperçu, en tout cas en Alsace, là, il a fait froid pendant longtemps, de l'ensoleillement merdique, vraiment de la nébulosité au max, quoi, des nuages tout le temps, pas beaucoup de soleil. Et on a vraiment, nous, le retour, c'est que ça fait peut-être 2 semaines que ça décolle vraiment, quoi. Ouais. J'ai énormément de photos, je prends à tous les stades les cultures et j'ai comparé avec l'an dernier et les tomates sont devenues rouges que fin juin. Et là, on commence à avoir les premières rouges, tu vois. Donc finalement, on a peut-être une année, on se dit ouais, c'est bof cette année, mais on n'est pas loin de ce qui s'est passé l'an dernier. Ah, ouais, mais par contre, niveau vigueur des plants, ah oui, ça, y a rien à c'est voir. pas du tout ce que c'était l'an dernier. Enfin, Oui, moi, ça, je les c'est trouve. vrai. On les a un peu boostés, on a fait ce qu'on a pu. Mais après, chez nous, une fois qu'ils sont plantés, ils sont plantés. La seule façon d'intervenir, c'est aller mettre des nutriments dans l'irrigation, quoi. Mais je les trouve beaucoup moins vigoureux que l'an dernier, les plants, quoi. Il y a des endroits, c'est presque, ça fait peur. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes variétés en hybride. D'ailleurs, c'est sur les hybrides que j'ai le plus peur. Je sais pas ce qu'ils nous ont refilé là, mais c'est peut-être nous, enfin, c'est peut-être juste l'année, hein, des fois. Peut-être vous, par rapport à l'année dernière, vous n'êtes pas content, mais moi, j'ai vu aucun pied de courgette qui avait déjà produit tout ça. Regarde-moi ça, tout ce qui a été arraché de ce pied de courgette déjà. Là, on a fait On a fait un des tuning. feuillages. Hein. On était... Ouais, mais j'imagine qu'il y a eu. Là, on voit qu'il y a eu des pieds de courgette aussi. Ah oui, ouais, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu blindés. On les voit les récoltes là, hein, sur ce pied. Hein. Bah, il faut que ça crache, hein. C'est le but du jeu, hein. Tu fais le double sur la même surface, bah, t'es 2 fois plus rentable, hein. Ah ouais, c'est dingue. Ou tu nourris juste 2 fois plus de gens, parce que ça aussi c'est un bon leitmotiv, tu vois. Là, est-ce qu'on a d'autres choses à voir sur cette serre ou est-ce qu'on se dit qu'on va sur le prochain site? C'est quoi? Ah, attends, oui, alors vas-y, question. attends. Sa question. Mais avant d'aller sur le prochain site, Nawel avait une question à laquelle on n'a pas répondu, que je pose à chaque fois. Pourquoi les champs d'Orion, ça s'appelle les champs d'Orion? Est-ce que je peux répondre à la question pour les champs? Parce que j'aime bien cette partie-là. Vas-y. Pourquoi les champs? Parce que dans la tête de Ben, qui a du coup après rencontré Hervé, puis moi, puis encore tous les gens qui nous entourent où ça se passe trop bien, c'est qu'on s'est dit que jardin, ça faisait tout petit, tu vois. Et nous, notre but, c'est d'essayer de prendre une petite ampleur et d'essayer de bosser avec plein d'autres gens, que ce soit les potes éleveurs en bio ou d'autres personnes. Et le fait de dire les champs, ça prend plein de personnes Bah c'est pas limitant, en même temps, ouais. tu vois. Et puis tu peux grandir, Alors, grandir. Ça se fera peut-être jamais, mais en tout cas la porte elle est ouverte, ça t'appelle les champs. C'est sûr que c'est pas pareil si ça t'appelle les jardins. Un jardin c'est un peu limitant. Je vous laisse expliquer Orion, parce que ça c'est quand même la plus belle partie. Orion, laisse parler Ben, c'est quand même... Yo, mais ça c'est encore un truc complètement capillotracté à la benne là, les champs d'Orion. Orion, c'est juste ma constellation préférée. Sur le plateau de Khéops, les pyramides elles sont alignées sur Orion, enfin, sur les 3 majeurs. Ils ont des noms aussi assez folles, les 3 majeurs. Nintalak, Mintaka. C'est 3 belles étoiles qu'on aime bien regarder, on les voit surtout en hiver tard, là c'est beau. Voilà, avant ça c'est un chasseur bien sûr, dans la mythologie grecque, Orion. C'est un grand chasseur. Chasseur de légumes. C'est moins dur à chasser qu'autre chose, hein, quand même. Il bouge pas trop la courgette, ça va. Mais voilà, et puis il y a 3 sites de production sous 3 bonnes étoiles, une pour chacun, tu vois. Vas-y Orion, il fallait trouver un nom et puis merde, voilà. Est-ce que tu es satisfaite? Très jolie, très satisfaite. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais allumer la caméra. Pas mal. Je comprends pas. Célia n'a pas compris pourquoi je montre à tout le monde que j'allume la caméra. Ça se voit, Célia, que tu n'as pas encore vu la vidéo sur YouTube, mais les gens qui viennent déjà de se taper 1 heure de vidéo, qui arrivent là, ils ont eu qu'une seule caméra depuis le début. J'ai Non. complètement oublié d'allumer celle-ci. Ici, on fait du légume, hein, je le rappelle. Mais devinez ce que c'est que ça. Tu avais un indice tout à l'heure, Ben? On utilise la farine de ce truc-là pour faire des galettes bretonnes. Attention. Et non, parce que- ce n'est pas de la farine de beurre. Mais du coup, sans déconner, là, il y a quoi? Il y a quasiment 1 hectare de sarrasin, là. Non, on est sur 5000 mètres carrés un de peu moins sarrasin. de 60 arts là-bas. Ouais. Tout ça là. Là, vous en faites quoi de tout ce sarrasin après? Il est roulé, donc avec un rouleau faca, on couche l'engrais vert au sol, on lui met une bâche sur la gueule pour qu'il meure, ainsi que, tu sais, en bio, quand tu sèmes un sarrasin, il n'y a pas que du sarrasin qui lève. Après, ça tombe bien, lui, il est un peu costaud, tu vois, le kénopode a lui mal à lui mettre.
Donc c'est pour ça qu'on l'utilise aussi. On vient occulter tout ça, ça meurt, et on vient débâcher quand c'est le bon moment pour semer. Me demandez pas quand c'est, on sait plus quand c'est le bon moment pour semer du navet quand t'as pas de grande chambre froide. Parce que sinon il grossit. T'as un octobre comme l'an dernier, il fait beau, donc tu l'arroses, donc tu peux pas encore le récolter parce qu'il fait chaud. Mais derrière, bon, on débâche et on vient semer le navet directement dedans, sans retravailler le sol, comme ça on refait pas d'herbe. Et du coup, au niveau des engrais verts, ici, c'est essentiellement sarrasin ou là c'est du sarrasin parce qu'il y avait un besoin de sarrasin? C'est notre engrais vert interculture, ce qui est le cas de la plupart des maraîchers qui bossent en engrais vert, quoi. À plus long terme, on a des sorgho. L'impression que c'est un maïs, c'est un mélange sorgho, tournesol, trèfle incarnat, qu'on utilise pareil pour roulage, pour y implanter les salades conservation. Et pour les cultures qu'on implante maintenant au printemps, on bosse avec des couverts que en légumineuses. Des légumineuses d'hiver, hein. Veste d'hiver, févrole d'hiver, pois d'hiver. Sinon, pour le poireau, c'est le seul qui reste encore. On bosse avec un mélange en seigle qui est roulé là, occulté là en dessous. On va passer la poinçonneuse pour faire les trous et on va se faire chier à mettre poireau par poireau dans les trous. Il faut une armée pour faire ça sur 30 arts. Mais ça marche, je dirais, c'est la dernière opération des poireaux. On le protège un peu si besoin, on le fertilise si besoin et on a du poireau sans désherbage. Et alors là, on se balade depuis tout à l'heure en même temps qu'on discute. Vous nous avez parlé du fait qu'ici, avant, c'était une ancienne pépinière. Et là, qu'on est au milieu, ça se voit clairement. Hein. Il y a vraiment les arbres comme ça en ligne. Là-bas aussi, on les voit bien. Là-bas aussi, c'est que des lignes d'arbres, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous en avez gardé certaines lignes pour des raisons particulières? Est-ce que vous avez carrément déraciné d'autres lignes? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? On en a arraché plein. C'est dans le bail en fait qu'on devait garder minimum 10, 15, 20% en espace arboré. Il fallait que ce soit de l'agroforesterie, c'est un bail à clause environnementale qu'on a signé ici. Bio obligatoire, conservation des arbres obligatoire et couverture du sol hivernal obligatoire. C'est peut-être pour ça qu'on l'a eu, parce qu'on leur dit, mais nous, je crois qu'on sait faire, on fait déjà ça à Choix-Écouse, ça nous tente d'essayer de le faire en plus grand. Voilà, pourquoi pas, hein. Bon, après, ils ne sont pas là à nous contrôler la ville toutes les semaines, tant qu'on ne pollue pas l'eau. Mais après, on joue le jeu. Hein. Analyse labo une fois par an obligatoire, surtout sur reliquat azoté. Tu ne pourrais pas mettre 15 cm de compost là parce que ça pisse au large. Hein. Au lycée agricole de la région à Winsenheim, ils ont des bougies poreuses, un truc qui va sous le sol pour récupérer l'eau qui coule des parcelles. Et ils se sont aperçus que la parcelle qui relargue le plus de nitrates, c'est la parcelle où il y a les apports massifs type MSV. Ah ouais. Ouais, ça pisse au large en fait, les systèmes apports massifs. De toute façon, ça minéralise de façon, on va dire, aléatoire. Même si on connaît le moment où la matière organique elle se réchauffe au printemps, tu as un grand pic de minéralisation. Peut-être l'été c'est trop sec et puis nous à l'automne, il y a toute cette biologie qui se remet au boulot, quoi. Elle dégrade la matière organique pour faire des éléments plus facilement assimilables par les plantes, mais aussi qui peuvent être lessivés par des grosses pluies d'hiver, quoi, si ce n'est pas capté par une racine. D'où l'enjeu ici sur la zone de captage des eaux de la ville de Mulhouse, c'est d'essayer de proposer une agriculture où ça relargue pas tant que ça, quoi. Il y a les racines des arbres. Bon, là, on parle d'agroforesterie, on est sur le seuil haut, quoi. Il y a une haie d'arbres tous les 30 mètres. On pourrait faire plus serré, quoi. Je t'avoue qu'en maraîchage, j'ai du mal à comprendre comment. Déjà, quand je vois l'ombre portée qu'une arbre à 4 mètres, ça fait, c'est nous qu'on les rabat à 4 mètres, quoi. L'ombre portée, attention, hein. Surtout chez nous en Alsace. Pourquoi surtout chez vous en Alsace? Qu'est-ce que... La saison est plus courte. Ah oui, d'accord. Forcément, par rapport à quelqu'un à Perpignan, limite, lui, il soleil. a plus intérêt à faire de l'ombre que nous, quoi. Mais bon, nous, on y croyait avant que ce soit obligatoire à tout ça, quoi. Okay. Parce que voilà, ça t'héberge un max d'auxiliaires des haies, quoi. Ça coupe le vent, ça maintient l'humidité. Nawel, une question. Pourquoi le sarrasin plutôt qu'une fabacée ou plutôt qu'un autre engrais vert? C'est une plante qui fait une très forte concurrence aux autres, déjà depuis la germination, quoi. Elle s'ouvre très vite et elle laisse pas de place à l'éventuel kénopode ou autre chose dans le genre, amarante et voilà, toutes celles qui nous intéressent moins de les avoir dans les engrais verts, quoi. Donc là, vous faites moitié chou rouge, moitié terrain de golf, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça, c'est arrivé par hasard. Je pense que le blé, il va pas grandir. C'est qu'en fait, si ça marche, j'ai déjà le couvert de cet hiver. Quand j'aurai récolté le chou, j'aurai déjà le couvert qui va rester tout l'hiver pour le printemps prochain. À la base, on voulait planter un chou dans un trèfle. C'est un peu technique à mettre en place, on repasse par du travail du sol. Mais ça a marché. Le blé, vu qu'on a paillé à la pailleuse d'éleveur, quoi, le blé était plein de graines et il a germé. Peut-être qu'on tient quelque chose, peut-être qu'on verra, s'il n'y a pas plus de concurrence que ça. On aura un petit désherbage manuel là pour les dikénopodes, mais il y en a vachement moins que si on avait laissé le sol nu, quoi. Si le sol il est colonisé par des plantes, tu peux te prendre un orage de 30 mm d'un coup, il n'y aura pas de flaque d'eau, quoi. C'est structuré, c'est pas comme tu vois les salades. Cette année on les a fait sol nu classique. Bon, il y a un engrais vert quand même avant, mais heureusement pas par rapport à la limace, parce que c'est quand même plus facile à gérer sans engrais vert des salades. Surtout cette année, quoi. On a eu des gros dégâts sur les premières séries. Et du coup, on a un truc là derrière qui a pas mal de maraîchers qui ont essayé de faire, c'est d'avoir une culture dans un couvert qui est vivant. Ouais. Pas dans un couvert et un mulch mort, quoi.
Ouais. Alors il y en a plein qui ont essayé de semer le trèfle, ils avaient le beau trèfle et par différents moyens arriver à rentrer le chou dedans. Nous on sème le couvert au moment où on plante la culture. Ça donne de l'avance à la culture qui est plantée. Ça, c'est vraiment un test, quoi. C'est bien parti, et heureusement, parce que je me verrais pas enlever tout le blé à la main là. Surtout que si tu as un mulch en surface, tu peux plus aller biner. Hein. C'est des fois un peu dangereux ce qu'on fait quand même. Hein. Mais ouais, mais si ça marche, c'est jackpot quoi. J'ai déjà le couvert pour l'hiver prochain quoi. Le trèfle, on l'avait fait l'an dernier. Ouais. On Ça avait fait des déjà années qu'on semé essaye. du trèfle en premier avant de planter les choux et ça avait bien fonctionné déjà. C'est pour Ah ça qu'on s'est dit on va le refaire cette année et puis après il y a eu surprise du blé quoi. L'an dernier, on avait détruit un seigle par roulage, occulté, planté le chou en direct et ressemé le trèfle Ouais. dans les cannes de seigle, comme là en dessous qui sont couchées quoi, en surface. Ça fait comme un paillage. Du coup, c'est très hétérogène les levées de trèfle quoi. Bon, on va à l'essentiel, j'arrête de blablater. Ah, il y a un truc qu'on peut vous raconter aussi qui est marrant ici. Je sais pas comment c'est dans les autres régions, mais nous on a une plante qui nous rend fou plus que les autres, qui s'appelle la renouée du Japon. Ouais. Il y en a ailleurs en France, j'ai entendu quoi. Ouais. Et nous on l'a, si tu regardes tous les abords, hein, elle est partout autour parce que la Dolère, la belle rivière, elle passe tout le tour de la parcelle. C'est presque une petite île là d'un bras de la Dolère. Mais ça c'est cool parce que du coup il y a de l'eau. C'est une rivière qui est alimentée par des lacs de montagne, donc j'ose espérer qu'on aura de l'eau longtemps. Et cette renouée là qu'on voit où on essaye de la défoncer, mais c'est pas une plante facile quoi. Ça a vraiment plein de moyens différents de se reproduire, ça rhizome. On peut aller la voir pour qu'on sache la reconnaître si jamais il y a des gens qui ont ça sur leur parcelle qui puissent. En jeune pousse par contre. Ah, ça se mange en jeune Ouais. pousse. Ah bah voilà, il y a déjà un débouché. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis content qu'on ne soit pas en non-travail du sol total. Parce que ça vient faire des rhizomes monstrueux, à faire dessécher en surface, c'est compliqué. Et bien sûr des sols alluvionnaires. Gérard Ducerf, grand botaniste français, il nous dirait que c'est sur des alluvions pollués aux métaux lourds. Elle vient nettoyer tout ça. Comment tu nettoies des métaux lourds, tu les chélates, tu les emprisonnes dans des grandes molécules organiques. Et pour faire ça, il faut rajouter de la matière organique. Et en fait, c'est ce qu'elle fait un peu cette plante, quoi. Elle fait un max de biomasse tous les ans, mais elle est quand même super invasive. Alors peut-être qu'il y a quand même des métaux lourds dans le sol. Est-ce que ça va dans les légumes? Je ne pense pas. Pas trop en tout cas. En analyse, il n'y a rien de suspect dans le sol. Il y a un tiers de limon, un tiers d'argile, un tiers de sable. Mais sur les bons limons de la Dolère, quoi. Donc là, t'es mieux là. Oui et non, enfin, c'est un peu plus compliqué à gérer que ça, parce que c'est pas homogène. Un coup, tu as un ancien bras de la rivière, un coup, tu as une zone super argileuse, un coup, c'est du sable. Alors pour raisonner l'irrigation là-dedans, sur des lignes de 100 mètres... l'irrigation, bon alors là, c'est quoi? C'est de la menthe là? Non, c'est un engrais vert qui a merdé, que j'ai déjà décompacté. Tu as un mélange de kénopode et d'amarante, principalement. Ça va être détruit avant que ça graine, donc c'est pas grave. D'accord, c'est pour ça que là, il n'y a pas l'irrigation en ce moment. Ouais. Sinon, tu le déplaces en fait, t'en rajoutes ou... On a tout rationalisé ici, on a fait des blocs de 30 arts homogènes, sauf les petits fruits là derrière, là, qu'on implante cette année d'ailleurs, fraises et framboises. Et on a tout standardisé quoi. C'est que des lignes de 100 mètres, c'est que des blocs de 30 arts, donc pour la rotation c'est nickel. La même longueur de bâche, 100 mètres c'était la longueur max d'une bâche quoi, quand tu les achètes les rouleaux, donc ça collait bien. Et du coup 2 rampes d'irrigation par bloc, toujours au même endroit. Et ça c'était notre grande réalisation, le dernier gros chantier qui nous a fait transpirer quoi. Parce que si c'était pas opérationnel au printemps dernier, on pouvait pas irriguer. C'est qu'on a enterré un réseau en 90, 100% automatisé comme la serre quoi. On a des électrovannes, un programmateur, on n'a pas besoin de se lever à 2 h du matin pour aller mettre de l'eau sur les choux quoi. Ça, c'est vraiment du confort. Ben là, ici, tu as un essai de salade sur bâche biodégradable qu'on s'est dit qu'on ramasserait de toute façon, hein, parce qu'aller foutre ça dans le sol, tant que ça se dégrade, ou alors il faut labourer, mais ça on fait pas. C'est la dernière fois que j'utilise ces plastiques-là de ma vie. Hein. Ah ouais? C'est vraiment de la merde, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est trop fin, ça troue quand même, les chardons, ils les trouent, ça va, ça permet d'avoir des courgettes faciles, mais ça, c'est... C'est celle-ci là? Ouais, c'est celle-là. Tout le reste des toiles, même celles que tu vois sur la courge, c'est des toiles tissées réutilisables. Alors, je t'avoue que c'est un bon budget à l'installation, ça quand même. Tu m'as dit 130 grammes? 130 grammes au mètre carré, ouais. On a pris ça allait bien. Il faut s'imaginer aussi que, heureusement qu'il y a un tracteur et un chargeur, parce qu'à les remballer 6,60 m par 100 mètres, je te jure que même à 130 grammes du mètre carré, ça fait lourd hein, la bâche. Donc on les déplie au tracteur, on les renroule à la main et on les déplace au tracteur aussi. Parce que c'est horrible, quoi. Tu peux pas le faire sans ça, quoi. Pas sur cette taille-là. Et voilà, on a testé cette année la bâche biodégradable. C'est un gros mot, hein, parce que c'est pas vrai. On va pas les enlever. Revenez un petit peu dans le champ, parce qu'il y a Célia qui se marre là-bas derrière. Mais... Ils ont fui la caméra, là, les deux, là. Et ils rigolent, ils sont derrière Nawel et ils se foutent de ma gueule. On a des chiens à gérer. On a des chiens à gérer. La journée, ils étaient là sans toi, les chiens, ils géraient très bien. Hein. Ouais, mais ils étaient en train de faire la sieste, pas en train de déterrer les pastèques, là. Je crois qu'on parlait de biodiversité. Ah voilà, alors... C'est un petit reste, hein, mais... C'est un fossile, même. Ouais. Et alors, ça, c'est un très gros scarabée. C'est un scarabée, ouais. Nawel pas rassuré. Un bousier. Ah ouais. Ça, c'est un bousier, ça. J'ai même pas peur. Parce qu'il est mort, mais... Non, c'est un auxiliaire, lui. Ouais, auxiliaire, ouais.
Il va te bouffer les petits insectes. Ça, c'est un ravageur de culture. Et là, tu vois, l'idée, c'est d'aller ponctionner des arbres, parce qu'on n'est pas obligé de maintenir les arbres qu'il y a déjà, surtout quand c'est des trucs complètement exogènes, hein, c'est pas issu d'ici, il y a plein de trucs, je sais même pas comment ça s'appelle, de ces arbres de ville, là. Mais on a le droit d'aller en buter pour y mettre des fruitiers. Donc si tu reviens dans 10 ans, peut-être qu'il y aura des fruitiers comme chez toi partout. Vous avez planté quoi là? C'est des abricots? Des pêchers pêches. Des pêches, pêchers, on a planté des kakis, ça c'était en hiver Ouais. 2021. Ceux-là, là, ils ont... Les tout premiers, ouais, les quelques lignes là que tu peux apercevoir, c'est ce qu'on avait planté. Donc c'est-à-dire que même le tout petit, là, il a 4 ans? Ouais, mais après, il y a eu Première 2-3 année, années super ouais. sèches et on s'en est pas occupé, il n'y avait pas encore l'irrigation. C'est Et ça. c'est du sol séchant ici, c'est sableux, hein, ça dessèche par en dessous. En dessous, on a des lits de gravier à peu près partout, quoi. Donc l'arbre, moi je suis content qu'ils aient survécu. C'est ça que je trouve étonnant, quoi. Mais on a planté quoi? Mais- Kaki. Le fait d'avoir un sol sableux pour l'arbre, c'est un inconvénient, effectivement, si t'as pas l'eau, mais c'est un avantage parce que les racines se développent beaucoup plus vite. Les haies qu'il y a sur le site où on n'était pas, c'est moi qui les ai implantées il y a une douzaine d'années. On a une technique de labour pour faire une butte, puis sous-solage direct et on glisse l'arbre dans la raie du milieu de la sous-soleuse. Mais putain, dans les argiles ou les sols un peu profonds et riches, putain, l'arbre il décolle, hein. Ah oui. Il met 2 ans à un peu prendre, ensuite c'est une super exponentielle. Ils ont de l'eau tout le temps au pied, sans irrigation. Les sols riches et profonds, c'est sûr que c'est mieux, même pour un arbre, qu'un sous-sol en gravier où il va mettre les grosses racines, quoi. C'est ma version. Plus compliqué ici, dans les sables. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bah ouais, c'est impressionnant, hein. Là, les amis, on a fait un gros tour, mais on a vu que ça poussait de partout, ça foisonne. Moi, je me dis, comment on écoule toute cette marchandise? Ça c'est une vraie question. On a un peu divisé la poire en deux, vu qu'on a commencé chacun de notre côté. On a gardé nos circuits de commercialisation. Donc de mon côté, j'ai gardé le réseau AMAP, 3 lieux de distribution, et les marchés, donc 2 dans la semaine. Et, 2 marchés que vous faites où? donc le vendredi matin à Absheim et le samedi matin à Brunstadt. Ensemble ou du coup tu le fais Non, tout non, seul? chacun de son côté. Hein. Ah ouais, chacun. Ok. C'est ça. Donc toi, AMAP marché, et toi, Célia? Et nous, comme j'ai commencé avec Ben, comme il disait, on a gardé les clients et les marchés qu'ils faisaient déjà avant. Donc pareil, on a les 2 marchés en fin de semaine aussi, vendredi soir et samedi matin, Où du ça? coup à l'opposé à Réningue et à Thann. Et puis Ben a monté en 2020 un drive fermier. À la base, ça était sur la plateforme cagette.net, donc il permettait aux producteurs d'écouler leur production avec des commandes, fichiers de commandes et tout. Et puis le système nous plaisait pas trop, donc on a basculé chez Dynaps et on a monté ce drive fermier avec plus de 15 producteurs. Et en fait, on fonctionne pas du tout comme une ruche qui dit oui, par exemple. Je sais pas si le concept existe ailleurs en France. Oui, On- Riche Louis, c'est ok. mondial. Ouais, mondial. Ouais, carrément. Je crois même sur Mars, ils l'ont. Donc, C'est mythique, c'est mythique. Donc là, il y a des commissions entre les producteurs, une personne qui gère la distri. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas de commission avec les autres producteurs, à part Frais CB et c'est tout. Hein, Frais CB, ouais. Et donc ça permet aux gens de retrouver un maximum de choses sans être impactés par un prix plus important parce que les Il y a des producteurs se distributeurs. prennent voilà, un pourcentage, 20%, 30%, etc. Et donc c'est comme si les clients se déplaçaient dans chaque ferme à chaque fois, sauf qu'ils retrouvent tout au même endroit. Ils commandent en ligne directement, donc tu mets juste dans ton panier ce que tu as envie, tu n'as pas de panier imposé comme une AMAP. Et donc ça, c'est pas mal. On a vraiment le plus large possible. On a de la viande, du fromage, de l'artisanat, nos produits à nous. On fait un peu d'épicerie aussi. Comment s'appelle le site? Leschamdsd'Orient.fr. Ah oui, donc les Tout gens ils vont sur simplement. leschamdsd'Orient.fr Ouais, c'est ça. et là ça s'affiche ici et là ils peuvent cliquer et s'ils habitent sur Mulhouse ou la région avoir tout sans aller chez Leclerc, Intermarché, Monoprix, Carrefour, Super U, voilà, il faut tout sur le site. C'est ça. C'est ça. Après, depuis qu'on en est là, il y a eu tout le demi-gros, ce qu'on appelle demi-gros. Donc, les magasins bio, les cantines des collèges qui s'y sont mis. Et après, diverses personnes, quoi, des filles qui ont un magasin de vrac ou des restaurateurs. Il y a ça aussi. Et juste parce que ce côté magasin de producteurs en ligne, je trouve ça génial. C'est la première fois que j'en entends parler de visu. Et je trouve ça d'autant plus génial que c'est vrai qu'au début, moi j'avais le projet et peut-être que sur le futur ça se fera parce que moi c'est comme vous. J'aimerais m'associer avec d'autres gens qui font d'autres choses que je ne sais pas faire, de l'élevage par exemple. Et justement, moi, mon rêve c'était d'avoir un magasin de producteurs. Ça j'ai déjà vu, tu vois, des producteurs qui bossent tous les unes à côté des autres et ils mettent tous dans un seul magasin. Mais vous, non, ça vient de plein d'endroits et vous recentrez ça en
en ligne, C'est je ça. trouve que c'est une vachement bonne parade parce que c'est-à-dire que si moi, par exemple, moi j'ai un pote qui est chevrier, j'ai un autre pote, il fait du lait de vache, j'ai une nana que je connais, elle fait de la farine, elle fait du pain. Tac, en fait, on pourrait faire ça, faire un site internet, C'est ça. on se met tous et toutes ensemble et on vend comme ça. Mais du coup, quels sont les points de vente? Comment vous faites? Alors en fait, on a ouvert des points de vente dans des lieux qui bougent dans la semaine. Donc on va juste avoir, des fois c'est des personnes la plupart du temps qui nous prêtent un garage ou un petit bout de boutique pendant un créneau dans la semaine. Et en fait, les gens viennent sur ce créneau-là concentré. Et puis ça évite de payer du coup des charges, un loyer, ce genre de choses. Et aussi d'avoir des employés ou des bénévoles qui restent toute une journée complète, voire nous, là, ce serait le pire, qu'on soit bloqué, tu vois, sur une boutique et qu'on puisse gérer la prod et faire autre chose, quoi. Ta boutique, ton magasin de producteurs fixe traditionnel, il est à un endroit. Ton webshop, il est à tous les endroits. Ouais. Après, il y a aussi des inconvénients. C'est que tu forces les gens à réfléchir en avance à leurs courses et à venir les chercher au moment où tu distribues. Ça, c'est là où forcément il faut qu'il y ait une faiblesse, quoi. Par rapport à un magasin qui est ouvert tout le temps, tu peux y aller quand tu veux. C'est à prendre en considération. Ce qui a forcé l'ouverture du webshop, c'est qu'il y a un mec au mois de mars qui nous a sorti « Il y a Covid, c'est la guerre. Allez vous entasser dans les supermarchés avec des masques, les marchés publics c'est fermé. » Les marchés publics étaient fermés. Dire gros, t'es gentil, mais là on est fin mars, moi j'ai les radis et les salades qui sortent, je fais quoi exactement? Je commercialisais tout sur le marché avant, quoi. Il a fallu trouver des solutions et celle-là elle s'est imposée, mais elle a perduré, ça c'est ce qui est cool. Et il y a, les points de dépôt sont entre Mulhouse et Thann. Et parfois, on en ouvre des nouveaux à la suite de demandes. Par exemple, sur un lieu où les gens vont dire, je sais pas, on bosse en entreprise, on est intéressé par votre fonctionnement, on aimerait que vous veniez poser des paniers. Là, on essaye et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Enfin, Et souvent tu vois, ça donc marche pas. Voilà, ça peut s'ouvrir. Ça faut pas dire. Ils sont tout contents au début, ouais, vous allez vous faire des paniers imposés, on découvre des nouveaux légumes. Putain, au bout de 2 semaines, ouais, ça fait chier votre truc, ça se cuisine comment le panais Le Non, goût mais- à bagarre. Les gens des villes, hein. Non, faut pas dire ça, les gens des villes. Faut pas être méprisant. Non. Moi, sur la chaîne, j'essaie de rapprocher les gens des villes et les gens des campagnes. Donc tu veux pas. Ouais, mais bon. C'est ceux-là qui vont quand même te faire chier parce que le radis a un petit Mais c'est défaut. aussi quoi. ceux-là qui te font vivre, parce que c'est les gens des villes qui ont besoin le plus de faire venir de la nourriture de l'extérieur. Ça, c'est sûr. Après, la force ici, on est quand même sur un territoire qui est relativement rural, quoi. En tout cas, dans nos points de vente. Ça, si tu es à côté de l'agglomération strasbourgeoise, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais là, vous n'êtes pas loin de Mulhouse. À vol d'oiseau, c'est 5 bornes. Hein. Ah voilà, Ouais. ok, d'accord. Mais ça veut dire qu'avec tous ces points de vente, c'est-à-dire que le drive, les marchés, les AMAP, les restaurateurs, vous passez combien de temps dans la commercialisation par rapport à ici? C'est 50-50? C'est encore plus de commercialisation? C'est comment? Moi, je dirais 2 jours et demi, semaine. Quasiment 50-50, hein. C'est fou ça. Non mais c'est vrai, c'est important de le dire parce que, et c'est pour ça qu'on en parlait d'ailleurs ce midi, que c'est important de parler de la commercialisation parce que les gens ne se rendent pas compte. Être maraîcher, maraîchère, c'est pas que faire pousser des bons légumes. Une fois qu'ils ont poussé, il faut savoir les vendre. Et si tu sais pas les vendre, et là c'est pour ça que c'est super intéressant d'entendre ces nouvelles façons de produire, de vendre. Moi je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs l'autre question que j'ai pas posée, c'est que du coup sur ce site en ligne là, le webshop comme vous dites, comment vous faites? Parce que vous centralisez tout à la ferme ici, parce que pour avoir tous les produits de tout le monde, parce que j'imagine du coup vous avez de la viande, vous avez du lait, des fromages, vous avez de l'huile, vous avez de la farine, vous avez tout ça. C'est une logistique complexe. Mais Ouais, grosso c'est modo, oui, il y a de la centralisation. Il y en a d'autres qui la gèrent aussi, qui déposent leurs produits directement sur les points de dépôt, c'est plus près, ça les arrange. Après, c'est un bordel à 14. hein. Notamment bah ouais. la viande, avec la chaîne de froid, ce genre de choses. En plus. Mais on va se jeter un peu des fleurs. Hein. On est 2 à gérer du coup tout le drive pour tous les producteurs, gérer les clients, les mails, ce genre de choses. Ça, tu c'est vois. surtout toi. Mais Oui, mais je veux dire, voilà, c'est aussi, il faut qu'il y en a qui s'engagent. Après, on a de la chance d'avoir des producteurs qui sont intéressés dans ce qu'on fait et qui essayent de participer quand ils peuvent. Mais sans des personnes qui managent un peu le truc, ça peut pas marcher. Tu vois, donc c'est bien si par exemple vous avez des voisins, de les emmener, de les emporter pour monter un truc comme ça. Mais il faut forcément une personne qui chapeaute un peu le truc et Mais après plein d'aides autour. Hein. mais souvent, c'est le maraîcher. Ça se voit sur les points de retrait des paniers AMAP. Toi, les points de retrait qui se cassent la gueule, où il y a de moins en moins d'abonnements, en général, c'est que les légumes déconnent, quoi. Les gens vont prendre peut-être juste un abonnement légumes ou un abonnement légumes, plus un chèvre, peut-être plus un pain. Et c'est à chaque fois chez un autre producteur en AMAP que tu signes un contrat, quoi. Mais le moteur d'un point de dépôt, souvent, enfin, une des locomotives des points de dépôt, c'est les légumes, quoi. Autre chose à rajouter sur la commercialisation? Oui, si tu veux, on peut le rajouter là, que les Champs d'Orion, c'est un modèle où on n'exclut pas le commerce. C'est les premiers à nous demander, est-ce que sur votre temps, on ne peut pas trouver des madanes, on en a marre d'aller au magasin juste pour ça, ça a été les clients, quoi. Nous, on s'est dit que pourquoi est-ce qu'on serait plus con qu'un magasin et qu'on n'aurait pas le droit, vu qu'on est producteur, de faire du commerce. Ça fait partie du modèle aussi. Il y a plein de produits, on touche une plus large clientèle en ayant un panel plus large, quitte à avoir des choses qu'on ne produit pas. On l'assume, on sélectionne les origines. Pour ce qui peut être produit ici, en général, c'est 50 bornes de la ferme, quoi. C'est un peu la règle. Pour ce qui peut être produit d'ailleurs,
d'ailleurs, notamment l'importation, on va la plupart du temps chercher des labels plus hauts que le bio, notamment le Déméter. On commence à s'engager d'ailleurs vers l'assertif Déméter, parce qu'on s'aperçoit que les fruits et légumes du commerce qui ont ce label, ils sont super bons, ils ne s'abîment pas, on fait beaucoup moins de pertes. On se dit putain, on serait trop con de ne pas balancer des préparations chez nous pour faire des légumes comme ça, quoi. Ouais. Même au-delà d'être certifié, juste parce que ça fait une différence. Hein. Ouais. Ah oui, je vais rajouter un truc sur la commercialisation. Enfin, sur le modèle drive fermier avec des commandes où il n'y a pas de panier imposé. C'est la chance qu'on a avec ce système-là, c'est que le lundi matin, quand les commandes sont fermées, on sait exactement combien de salades sortir du champ. Du coup, tu n'as pas de perte sur ce modèle-là, tu vois. Et ça, c'est quand même important de le dire. Même si on produit pas mal, c'est quand même bien de pas se dire, de pas gâcher, de pas se dire j'ai récolté pour rien, quoi. Moi, je compte faire la même chose sur ma production de plants. En fait, j'ouvre les commandes à partir de Noël pour leur potager et ils ont jusqu'à mars pour commander, tu vois. Après, je te dis pas qu'il y a des palettes de caisses de concombres qui sont déjà allées aux assos caritatifs, quoi, sous forme de dons. C'est déductible des impôts, mais bon, pour ça, il faut en payer. Et mais hop, c'est pas gâché non plus. On n'a pas sur le tas de compost, tu peux aller le voir à la ferme, il n'est pas très gros, quoi. On jette vraiment pas grand-chose. Au pire, on fait des paniers récup ou solidaires. C'est la base. Ouais. Les assos caritatifs, ça marche super bien. Franchement, eux sont super contents d'avoir enfin des produits frais, même si c'est comme dit qu'une fois de temps en temps des concombres ou des courgettes, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même important de le dire, c'est qu'ils passent tous les jours dans les supermarchés et ils récupèrent 4 à 5 tonnes de nourriture, que ce soit en conserve, du frais ou quoi. Donc c'est assez impressionnant. On ferait du contribuable, hein. 4 à 5 tonnes tous les jours. Parce que crois-moi que Leclerc, pour pas le citer, ou d'autres, hein, si eux ils peuvent défiscaliser la perte, t'inquiète pas qu'ils vont le faire, hein. Eux ils payent des impôts. Hein. Ça c'est le premier truc. Et après, se mettre à la place d'une asso caritative. T'imagines le concombre qui est pas frais de la grande surface, qui est plus vendable. Waouh, vas-y pour le faire manger à quelqu'un dans le besoin, quoi. Hein. Déjà qu'il est pas bon à la base. Il est déjà pas frais dans le rayon, alors imagine quand ils te le donnent, quoi. Super, merci. Ils sont contents, hop. Ouais, voilà. Eh ben merci pour toutes ces informations précieuses, pour cette belle visite. Et avant de nous quitter, il y a 2 choses que j'aime bien demander en fin de vidéo. La première, c'est s'il y a un sujet, pas forcément sur MSV, mais s'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans la vidéo et dont on n'a pas parlé. La vie de famille, c'est un peu compliqué quand même parfois aussi. Là, on a pleine saison, on passe quand même beaucoup de temps sur l'exploitation. Et c'est vrai que parfois les enfants, ils demandent à leur papa. Hein. C'est pas super évident. Ouais. Parce que là, en ce moment, vous êtes à combien d'heures semaine ? Avec toi, cette semaine en spectacle, je pense 85 cette semaine. On va pas beaucoup dormir. Hein. 85. On a un peu mangé, un peu bu, mais un peu dormi, 3 heures. Non, je sais pas, je pense qu'on peut vite arriver à... Tu vois, t'as enfin un créneau de sec sur un printemps, un hiver pourri, tu vas taper les 75 en une semaine. Il faut bosser le dimanche en entier, finir à minuit et renquiller à 4h30 réveil. Ça arrive. C'est des exigences monstres, hein, ce métier, quoi. Il faut être cinglé. Attends, parce que là, juste pour pas faire flipper les gens, parce que le but, c'est quand même un peu de donner envie aux gens de se lancer, c'est la question d'après. Ok, là, en ce moment, c'est la haute saison, ça bosse à mort. Est-ce que vous prenez des vacances quand même ? Ouais. Ben voilà, dites-le aussi. Vacances. Hervé a 2 semaines en février, justement pendant la période des vacances scolaires avec les enfants, tout ça. Et puis nous, la première année où j'ai connu Ben, on a eu 4 jours en septembre, début septembre quand il y a la rentrée justement. Et là, l'an dernier, on a eu 10 jours. D'accord. Donc ça, c'est cool. Après, l'union fait la force, hein, clairement. Ouais. Tu vas aller faire du maraîche, c'est à plusieurs. Si t'es tout seul, tu peux pas laisser la prod toute seule, quoi. C'est ça. Si t'es à plusieurs, quelqu'un qui peut faire d'irrigation. Ou... Ça, c'est encore une grande partie de la réflexion d'avant l'association, l'automatisme là pour nous sauver. Hein. Si on devait faire à la main tout ce que des machines gèrent à l'heure actuelle, ce serait vraiment déjà, compliqué. une surface comme ça à gérer à la main, je pense que là, c'est impossible. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais il faut une armée. Tu vois, tu peux réouvrir le Lundberg, envoyer les 200 moines avec la binette. Du coup, par exemple, effectivement, sur les sujets qu'on n'a pas abordés parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est très grand et on a vu plein de choses. Effectivement, c'est des grandes surfaces. Du coup, vous êtes mécanisé. À quel point vous êtes mécanisé ? Un tracteur, 2 tracteurs, 3 tracteurs ? 2 tracteurs. Pas le nombre qui compte. C'est pas le nombre qui compte ? Non. C'est quoi ? C'est le nombre de chauffeurs disponibles. C'est le seul à rouler droit, faut le dire. On commence un peu. Vas-y, fais 100 mètres droit sans GPS. Hein. Pas qu'il y ait de vagues dans la planche. Hein. Je te garantis que c'est moins évident que ça y paraît. Hein. Non, mais même au-delà de ça, si, on est quand même bien équipé pour ce que je te disais avant, c'est pour essayer de tout faire le plus rapidement possible. Quoi. La planteuse, elle a été conçue pour envoyer des watts, celle qu'on a, et pourtant, nous, on l'utilise sur des petites séries de salades. Quand il y a des mecs qui ont 3 supports de plaques sur la même planteuse, nous, on a laissé qu'un, hein. Ça sert à rien pour ce qu'on a à faire. Quoi. Mais au moins, avec du matos comme ça, quand on a quelque chose à faire, c'est fait vite.
Ça, on n'avait pas le choix. Hein. Je veux dire, il faut que tu aies du matos qui tourne, qui soit capable d'envoyer le pâté. Pas que tu aies des vieux tracteurs qui chauffent ou pas laisser le risque des pannes mécaniques. Il faut que tout le matos soit bien entretenu aussi, c'est important. Mais c'est encore du temps. On est à l'échelle entre le tout petit et le très grand. Vu les surfaces, il faut quand même qu'on ait du matériel pour les très grands, pour être efficace. On est sur une trop grande surface pour le faire en petit, mais on est trop petit pour le faire en grand. Et trop petit pour le faire en grand, parce qu'on n'a pas accès à des récolteuses ou ce genre de matériel qui défonce le sol, entre guillemets aussi. C'est pas jouable d'acheter une récolteuse à carottes pour les surfaces de carottes qu'on fait, quoi. Donc ça veut dire que là, tout est récolté à la main, là? Une grosse partie, oui. Ah ouais? Il y a une lame souleveuse, il y a deux, trois trucs tout est récolté. qui aident quand même bien. Mais... Tout passe par nos mains en tout cas. Ouais. Je tenais à préciser un truc aussi par rapport à la mécanisation. C'est aussi l'idée que quand tu te mécanises un minimum, c'est ok, tu gagnes du temps, mais aussi physiquement, on arrivera à durer, je pense, en tout cas j'espère, plus longtemps, tu vois, parce qu'on peut faire tout à la main, très bien, mais à un moment donné, le corps va certainement dire stop, qu'est-ce qui se passera, tu vas tout laisser en friche, enfin, tu vas transmettre. Là, on a 3 générations presque différentes, désolé Hervé, mais je veux dire, il arrive encore à gérer, et je pense que pour nous, ça va être pareil plus tard, tu vois. C'est durer le plus longtemps, parce que c'est bien beau de tout faire à la main maintenant, mais qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans, 10 ans, et puis... Et peut-être qu'il n'y aura plus de pétrole, on n'aura plus le choix. Hein. Voilà, peut-être. Et là, le chargeur, c'est on n'a même pas assez de caisses pour les courges. Ça aussi, tu vois, tu as 2 options. Soit tu vas mettre tes courges dans des caisses, tu mets tes caisses dans le coffre, du coffre, tu les décharges. Et... soit tu mets tes courges dans un palox et tu bouges des palox. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà que tu aies suffisamment de courges et de surface pour payer le chargeur, quoi. C'est le cercle vicieux, tu vois. Tu pourrais avoir toujours plus grand, c'est pas le but, mais au moins se faciliter le boulot en ayant accès à ce matos-là, quoi. Tu as vu que même pour installer l'aménagement extérieur pour la fête ce soir, c'est pratique. Oui, parce qu'on ne fait pas le spectacle ce soir, on fait la fête. Hein. Je vous ai pas dit. Ah oui. Et dernière question avant que la pluie nous tombe définitivement dessus, parce qu'on a reçu quelques gouttes. Est-ce que vous auriez un conseil chacune, à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu? Moi, je dirais qu'il faut y aller à fond. Parce qu'en fait, finalement, on a beau dire c'est dur, c'est machin, il faut trouver, il faut savoir vendre, etc. Finalement, on est trop bien ici, tu vois. Enfin, mettre les mains dans la terre, en réalité, il y a vraiment un truc qui se passe, tu vois. Et moi qui viens d'un milieu justement complètement différent. Toi qui mettais les mains dans l'eau. Voilà, littéralement. Non, mais comme eux qui viennent aussi d'un autre milieu, je pense qu'on sera tous les 3 d'accord pour dire que ici, certes, c'est difficile, mais en fait, c'est une bonne fatigue. Et puis, comme dit, il y a une bonne énergie qui sort du sol. Et personnellement, moi, je médite quand je bosse au champ, tu vois, quand je taille mes tomates, quand je récolte et tout. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on n'a aucun souci au niveau mental, tu vois. C'est pas tout à fait vrai, mais... Oui, mais il y a des choses à gérer, certes, mais je veux dire... un peu fou pour... Quand on est ici, on se sent bien et on peut lâcher un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je capte vraiment ce que tu veux dire, ouais. Bon, j'ai fait la transition sur l'eau. Le maraîchage ne commençait pas sans eau. C'est le truc primordial. Hein. C'était le cas justement avec Schnitzwiller. C'est super difficile à gérer, hein, qu'on n'a pas d'eau. Le mot de la fin, Ben? Oh yeah. Ah, si vous installez en maraîche, n'oubliez pas de faire des prières. Parce qu'avec le changement climatique, tout le bordel qu'on a sur l'eau, ça aide. Putain, mais ça aide vraiment, je suis sérieux là. Ça peut paraître con prière, mais de la façon dont vous voulez. Hein. Faites des prières, et si vous êtes perdu dans les méandres de l'installation, des techniques, des ITK, des trucs, n'oubliez pas de vous écouter vous-même et d'appliquer les techniques qui vous vont à vous, avant de vous mettre dans un dogme ou quelques conditions, pour monter le système qui va sur le foncier que vous avez trouvé et qui vous convient à vous. On peut appliquer la même technique que le voisin, mais peut-être que ça ne marchera pas parce que tu n'as pas la même énergie que celui qui l'a fait. Pas oublier l'importance que les gens ont à mettre l'énergie dans les lieux et dans les choses. Ça a aussi son incidence. Voilà, soyez vous-même et faites-vous plaisir. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a eu une très belle conclusion, 3 très beaux conseils. On peut dire au revoir aux gens là-bas si vous voulez. Salut les gens! On dit comment ici en alsacien? Salut les gens ou... Salut. 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 Il faut juste le dire avec l'accent. Salut. Salut. Salut.